Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne d'Europe 1 jusqu'à 10h et sur celle de CNews jusqu'à 11h. J'ai mauvais esprit sans doute, mais quand j'ai appris que la consommation d'alcool était interdite à Paris aujourd'hui à partir de 12h, j'ai pensé à ces interdictions mises en place au moment de la crise du Covid. Fais pas ci, fais pas ça, bois ton café debout, mange ton dessert dans la cuisine sans ta grand-mère ou au contraire avec, je ne sais plus. En même temps, il sera possible de consommer de l'alcool au restaurant ou dans un café. Donc, je n'ai pas vraiment compris la décision du préfet de police de Paris, d'autant qu'à Neuilly ou à Boulogne, ces interdictions n'ont pas cours. La vente d'alcool à emporter est interdite à partir de 18h jusqu'à demain matin, 7h. Je vois bien l'objectif. Empêcher le ravitaillement, si j'ose dire, de ceux qui seraient en manque de bière au cœur de la nuit. Je ne suis pas certain de l'efficacité d'une telle mesure, je crois qu'elle est difficilement applicable. Si ce soir vous longez les berges du canal Saint-Martin dans le 10e arrondissement, il est possible que tout le monde ne soit pas à l'eau minérale. Mais bon, le Covid est passé par là, les injonctions pleuvent et malheur à ceux qui contestent ces décisions. On leur répondra santé publique, hôpitaux saturés, principe de précaution. Pourquoi Paris et pas Marseille ou Lyon ? Pourquoi 12 heures pour la consommation et 18 heures pour la vente ? Les voies de l'administration sont impénétrables, mais au fond, tout ça n'a pas grande importance. Cela reflète l'époque comme un coup d'épée dans l'eau. L'important est que la canicule cesse et la baisse des températures est annoncée à partir de ce vendredi. C'est finalement la meilleure nouvelle de la semaine. Il est 9h. Pauline Trefzer. Bonjour à tous. La canicule se poursuit. Ce vendredi, 61 départements sont placés en vigilance rouge pour aujourd'hui et la nuit prochaine. Parmi eux, Paris, l'Eure-et-Loir, la Haute-Garonne ou encore le Lot-et-Garonne. La canicule qui va décroître au fil des prochains jours avec encore 13 départements qui quitteront la vigilance rouge dès demain matin. Et conséquence directe de la canicule, de nombreux services d'urgence sont déjà saturés dans les hôpitaux. Parmi les pathologies prises en charge, des hypothermies, des décompensations de maladies chroniques ou encore des arrêts cardiaques. Le gouvernement a activé le niveau 3 du plan Orsan. Il s'agit de la mobilisation sanitaire la plus élevée. Et puis plus de 850 000 collégiens passent ce matin l'épreuve écrite de français du brevet des collèges. Une épreuve maintenue malgré la canicule. Des aménagements sont prévus pour aller se rafraîchir à tout moment si besoin. Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a précisé hier que de l'eau fraîche sera distribuée à tous les élèves. Des choses. Heureusement que le ministre le dit. Rachel Kahn sera avec nous tout à l'heure. Georges Fenech est là, Olivier Delagarde, Joseph Massescaron, Thomas Bonnet. Monsieur Vanini n'est pas là et je le regrette, mais on va essayer de le joindre parce que je crois que vraiment il n'est pas là à cause de la canicule, précisément à cause des trains et c'est bien dommage. Je vous parlais donc de cette décision de l'alcool à Paris. Ce qui est terrible dans les décisions qui sont prises, c'est pas tant ces décisions qui sont prises ou qui est prise, c'est celles qui ne sont pas prises. Voilà. Et on a toujours l'impression aujourd'hui que les choses importantes ne sont pas ou peu traitées et qu'on est sur des choses, est-ce un peu de com', pensez vraiment que les hôpitaux sont saturés, c'est en enlevant la bière ou l'alcool entre 18h ce soir, c'est-à-dire que tu peux acheter à 17h55, mais à 18h, tu n'as pas le droit d'acheter d'alcool, jusqu'à 7h demain matin. Bon. Ah mais il y a le match ce soir. Le match, oui. Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais l'idée, c'est quand même aussi de prévenir les abus d'alcool, voilà. Mais je vais vous dire, mais je vais vous dire ce qui est terrible, c'est que allez vous balader ce soir, ce ne sera pas respecté. bien sûr. C'est ça le pire. Évidemment. Donc c'est un État qui est d'une faiblesse XXL et qui ne fait que montrer sa faiblesse. Je ne sais pas si ça ne sera pas respecté, parce que pour les magasins, attendez. J'espère que Qu'il y a les des policiers ont gens, mieux à attendez, faire. mais attendez, mais qu'il y ait des gens qui consomment de l'alcool, Olivier Delagarde. vous pouvez me regarder avec cet air-là, qu'il y ait des gens qui consomment de l'alcool ce soir, c'est à peu près certain. Ah oui. Que des magasins
s'autorisent à vendre de l'alcool alors que c'est pas permis, ça, s'ils se font choper, c'est une fermeture administrative. Non, mais moi, ce que je trouve le plus important à relever, c'est la façon avec laquelle c'est annoncé. C'est annoncé de manière tout à fait anodine, au détour d'un point presse du préfet. Au fait, demain, voilà, l'alcool, c'est la prohibition à Paris demain pendant une soirée. Donc, mais je assure, le Covid est passé par là. Moi, j'ai pas un précédent. Je n'ai pas souvenir d'avoir en France entendu un préfet interdire la consommation et la vente d'alcool à partir de 12 heures. À partir de d'abord, je sais pas qui. Alors, tu peux aussi boire dans les cafés, dans les bars. Donc, ça veut dire quoi de pas boire d'alcool à partir de 12 heures à Paris, dans un supermarché, en clair, aller sur les quais de Seine et boire de l'alcool à ce moment-là. Moi, je me souviens que pendant l'Euro de foot ou la Coupe du Monde, la consommation d'alcool était souvent interdite dans les environnements des stades. Oui, autour des stades, ça arrive. Oui, non, mais mais là, c'est dans Paris. Et alors, mais pas à Boulogne. Pas à Neuilly. Qui jouxte Boulogne, qui jouxte Paris. Enfin, tout ça, c'est inapplicable. Mais c'est inapplicable. On passe je vous assure, c'est inapplicable. Ça n'a aucune cohérence. On passe son temps à créer des normes ou des directives qu'on ne peut pas appliquer. Mais évidemment. C'est ça le problème. Parce qu'en faisant ça, évidemment, on déconsidère les normes, on déconsidère les directives. Bien sûr. Et puis, je note quand même que la raison invoquée pour ces décisions, c'est quand même la même que pour le Covid. Hein. C'est les hôpitaux saturés. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le Covid, les hôpitaux, malheureusement, visiblement, n'ont pas Rachel Kahn est là. les mesures nécessaires pour éviter d'être saturés. Je dis, moi, j'ai pensé immédiatement au Covid. Bien sûr, tout le monde, je pense. Tout le monde a pensé au Covid. Et surtout, c'est tellement grotesque. Puisque je le répète, à Boulogne, tu peux consommer et boire de l'alcool et un mètre plus loin, ou ici les Moulineaux, tu peux, mais pas à Paris. Enfin, c'est grotesque. Où tu fais, je sais pas, où tu fais toute la région Île-de-France, ou j'en sais rien, mais tout ça est grotesque. Mais bon, c'est pour ça que c'est très révélateur de l'époque. C'est-à-dire que tu n'interviens mal que sur des choses qui sont des détails. Et les choses essentielles, là, il y a un truc qui se passe avec les gosses, hein. Les gosses, si vous ne les prenez pas en main, c'est une bombe à retardement, a dit Stanislas Godon hier. C'est une bombe à retardement. Donc là, c'est des mesures... on peut avoir des mesures radicales. Les gosses, on les prend tous 12, 13, 14 ans, et maintenant, on les met, pourquoi pas, dans des unités qui vont... on appelait ça comment dans le temps ? Maisons de redressement. Des maisons de redressement, etc. Là, on est sur un truc... À Saint-Brieuc, il y a un jeune homme de 10 ans, en fait, il en a 14 sans doute, qui est arrivé sur le sol de France, tu ouvres encore le capot, il a violé une femme de 22 ans. Il est arrivé sur le sol de France, on lui a demandé quel est ton âge. Il a dit 10 ans, il en a 14. Ils ont fait, bon, sur l'honneur. Mais enfin, c'est ce qu'on découvre, c'est invraisemblable. Dans tous les domaines, tous les jours, on découvre des choses, mais invraisemblables. Sa mère l'a renvoyé de Kinshasa à Saint-Brieuc. Il est arrivé pour rejoindre son père. Il rentre comme ça, il a 10 ans, il en a 14, il viole. Je veux dire, continuons, hein. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. C'est de pire en pire. On était avec Stanislas Godon, il nous a dit que 99% de tentatives d'homicide en plus en 10 ans. 99% de tentatives. Et vous aviez monsieur Éric Dupond-Moretti qui parlait de sentiment de sécurité et Emmanuel Macron qui dit brainwash. 99%. Ce n'est que le début. Toute statistique confondue sur la criminalité, c'est de l'ordre d'à peu près 20%, celle qui est imputable aux mineurs. C'est-à-dire qu'un crime ou délit sur 5 en France, c'est un mineur qui en est l'auteur. Vous voyez donc le fléau que ça représente. Donc tout ça pour dire que ça, c'est dérisoire. Donc les vrais sujets ne sont pas traités. Et ça fait 15 ans qu'on le dit. Hein. Mais évidemment. 15 ans. Le docteur Maurice Berger, ça fait 15 ans qu'il alerte. Mais parlez au J'ai relu un entretien ce matin qu'il avait accordé à Paul Sugy dans le Figaro en 2019. Oui. Tout est écrit, ce qui se passe aujourd'hui, tout dans les détails. Il y a quelque chose, d'ailleurs, à l'instant, je viens de le découvrir et j'ai demandé à Héloïse Tertrais peut-être de l'imprimer. Il y a un papier absolument incroyable dans le Figaro Magazine qui sort à l'instant, de Valéry Giscard d'Estaing à Emmanuel Macron, les 50 décisions qui ont coulé la France. Comme ça. Ça s'appelle le suicide français. Hein. Éric Zemmour a écrit ça il y a 10 ans. Ça me fait sourire. Bon. Dans un rapport inédit, l'Institut Thomas More dresse l'inventaire des décisions politiques qui ont mis la France à genoux. Chute du niveau scolaire, 35 heures, chômage, déficit, dette, insécurité. Et si le déclin français avait pu être évité ? Ben oui, en fait, il aurait pu être évité. Il aurait pu. Et alors, les 10 dernières années, là, ça a été...
Moi, je croyais que La cerise sur le gâteau. Rachel Kahn. Matin, on était plus en joie, mais finalement. Non, mais pardon pour mon retard. on n'aura pas. Mais je vous en. Bah oui. Non, mais. Canicule. Alors, alerte sanitaire. Je voulais vous montrer effectivement parce que les hôpitaux, on découvre dès qu'on a un souci, on découvre. Voilà, on découvre la France, c'est-à-dire la tiers-mondisation de ce pays. Je ne peux pas dire autre chose. Tancred de Guillotel. Avec la canicule, les services sanitaires sont de plus en plus sollicités. Au niveau national, les autorités observent une multiplication par 4 des passages aux urgences pour des raisons liées à la chaleur. Pour faire face, le gouvernement a déclenché le niveau 3 du plan Orsan, le plus élevé. Dans les hôpitaux, il permet notamment de renforcer les effectifs et d'adapter l'activité. Moi, ce qui m'importe en tant que ministre de la Santé et ce qui doit tous nous mobiliser, soignants ou dans le système de santé, c'est de prévenir un excès de mortalité. On sait que chacune des canicules entraîne un excès de mortalité. On sait aussi que les mesures de prévention permettent d'éviter des décès. Selon le cabinet de la ministre de la Santé, 25 arrêts cardiaques ont été recensés à Paris mercredi, contre moins de 10 habituellement. Emmanuel Grégoire, le maire de la capitale, reconnaît une augmentation de la mortalité. Il appelle à la prudence et à adapter son quotidien. Les profils sur lesquels nous avons une alerte, ce sont les profils de personnes de 50 à 70 ans qui ne souffrent pas particulièrement de problèmes de santé, mais qui continuent à vaquer à leurs occupations habituelles comme si tout allait bien et on ne change rien. Ce sont eux, nous disent les pompiers, qui sont aujourd'hui, font les crises d'hyperthermie qui peuvent conduire jusqu'au décès. Ce vendredi, 61 départements sont toujours maintenus par Météo France, en vigilance rouge canicule. La bonne nouvelle, quand même, on l'a dit, c'est que ça s'arrête à l'ouest plutôt aujourd'hui, et à demain il fera encore très chaud. Dans l'est, c'est jusqu'à mercredi pour les régions tropicales. Mais là, par exemple, si on regarde les températures annoncées, par exemple à Paris, aujourd'hui il y a encore 37, demain il y a 36, dimanche il y a 30 et lundi il y a 26. Il faut quand même tirer notre chapeau à ceux qui travaillent dans les hôpitaux, dans les écoles. Bien sûr. Parce que, franchement, ils travaillent dans des conditions très très difficiles. Et on dit que ça tient, mais ça tient en grande partie grâce à eux, parce que c'est leur mobilisation, ceux qu'on applaudissait à 20h pendant le Covid, qui en fait sont toujours mobilisés, qui voient que les choses n'ont pas tellement évolué. C'est ça aussi qui est dramatique, c'est-à-dire qu'on ne tire pas les leçons de toutes les crises. Alors il y a sans doute des évolutions qui ont été réalisées dans certains endroits, mais on est quand même le pays avec le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé au monde, je crois, et pourtant les services publics sont dans un état déplorable. Donc il y a quand même un sujet d'être un inspecteur des travaux finis, si vous dites ça. Hein. Ben oui, j'ai vu. On n'a pas le droit de critiquer. Ah ben non, mais en fait, on n'a plus le droit de critiquer qu'il y a eu un manque d'anticipation réel depuis 2003, même s'il y a eu des choses qui ont été faites. Oui. Mais on voit bien le résultat. On n'est pas capable de traverser une période de quelques jours de canicule parce qu'on n'est pas équipé. La seule chose de positive, c'est qu'on n'entend plus personne dire qu'on a le meilleur système de santé au monde. Parce que pendant longtemps, c'était cette ancienne qu'on répétait à l'envi. Et depuis le Covid, tout le monde s'auto-congratulait, merci beaucoup, sur la sécurité sociale, l'hôpital, c'était merveilleux. Là, on voit que... Mais monsieur Le Cornu... Quand on va aux urgences, par exemple en Italie, on a une surprise, parce qu'on ça nous était dépeint comme un système de santé à volo, et vous tombez sur, c'est arrivé, un système de santé extrêmement performant. Pardonnez-moi. Je veux être aussi très clair, a dit effectivement monsieur Le Cornu, et je rebondis sur ce que disait à l'instant Georges. Je veux aussi être très clair face à ceux qui, depuis quelques jours, se transforment en inspecteurs des travaux finis et expliquent que la puissance publique n'aurait rien fait pour adapter le pays au changement climatique. Des écoles ont été rénovées, des cours ont été végétalisés, des espaces publics ont été désimperméabilisés, des plans de prévention ont été renforcés, des réseaux d'eau ont été modernisés, des établissements accueillant des personnes fragiles ont été adaptés. Dire que rien n'a été fait revient à nier le travail de milieux d'élus et d'agents publics. Cela revient à nier la mobilisation des agents de l'État, de ses opérateurs et des collectivités. La vérité est donc simple et exigeante à la fois. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire et nous devons désormais aller plus vite avec méthode et pragmatisme. L'avantage, c'est que ça, vous pouvez le faire à toutes les sauces et l'écrire tous les jours sur tous les sujets. Bien sûr. Donc c'est... Voilà. C'est extrêmement... Rien n'a été fait. Non, les EHPAD, il y a des choses qui ont été faites. Il y a eu... Et grâce aux maires, d'ailleurs, très souvent, les élus, effectivement. Il y a eu un édito qui, j'ai recité Paul Sugy ce matin, remarquable, qui montrait que, en fait, nous savons répondre à l'urgence, aux urgences, d'une manière extrêmement rapide, technique, c'est incontestable, mais que les solutions, ensuite, après, il n'y a plus de solutions. Il n'y a plus de solutions qui sont apportées. Moi, j'ai regardé par curiosité. Joseph Massescaron. Je me souviens du Conseil de défense écologique.
Peut-être que vous vous en souvenez pas. C'était le grand moment de l'écologie et de la prise de conscience du climat dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Voilà, c'était le moment qui était un moment phare avec 148 propositions. Elles devaient toutes être prises. Il y en a 13 sur les 148. C'est pas grave. Mais ce Conseil de défense écologique, qui existe toujours, qui ne se réunit plus, qui existe toujours, a ensuite été remplacé par le secrétariat général de la planification écologique. Et puis maintenant, ça a été lui-même absorbé par une autre structure, qui est le Conseil de planification écologique. Et d'ailleurs, vous allez rire, en effet, qui traite du climat, et justement des problèmes climatiques, et qui s'est réuni le mois dernier. Quelle conclusion? Mais de toute façon... Voilà. Bon. Non, mais vous avez ça, vous avez l'ADEME. Oui. Moi, vous voulez gagner 3 milliards d'un coup? L'ADEME, Agence de la transition écologique, un truc qui sert à rien. C'est l'histoire des slips, non? Oui, c'est les jeans. Combien de fois il faut laver son... C'est en terre ton slip. C'est en terre ton slip. 3 milliards. 500 personnes. Ouais. Je vous assure, mais c'est tellement invraisemblable. Mais pourquoi C'est tellement invraisemblable. Pourquoi on est dans À cet quoi état-là ça sert? Pourquoi il y a 500 personnes que vous payez pour l'ADEME pour enterrer ton slip? Oui. Je sais. Oui, c'est une caricature, mais c'est presque ça. Mais c'est pas une caricature. Ça ne sert à rien. Non, si, ils avaient dit combien de jours on a le droit de porter son Je veux jean dire, avant de le laver. ça ne sert à rien. Ah oui. C'est une agence. Les agences, de toute façon, les agences administratives, vous savez ce qu'on en pense. Ça ne sert à rien. Oui. C'est 3 milliards. On n'a pas d'argent. Moi, j'ai 4 milliards. Service public, ça coûte 4 milliards, service public de l'audiovisuel. Je récupère 4 milliards. Je vais vous en trouver de l'argent. Conseil économique et social. Etc. etc. Mais pourquoi on Bon, est chafouin Rachel Kahn. Et le Haut Pourquoi- Conseil de pourquoi- planification. Oui. Aussi. Le plan, commissariat. Le plan. Le plan. Qui est-ce Voilà. le président du plan, d'ailleurs? Monsieur Clément Beaune. Mais Clément Beaune, mais j'ai rien contre Clément Beaune, j'ai rien contre personne, mais tu enlèves Clément Beaune, tu le payes plus demain, et il ne se passe rien pour l'État, évidemment. Il faut tenter d'expliquer pourquoi on est chafouin ce matin. C'est simplement parce que la chaleur, Oui. elle révèle, toutes les crises révèlent les problématiques d'une civilisation. C'est ça, en fait. Non, mais C'est même que quand dans- il fait frais, on est Non, mais chafouin, quand justement, même. oui, mais là particulièrement, parce qu'effectivement, sur le service public, on voit bien, effectivement, c'est grâce aux femmes et aux hommes qui sont dans les hôpitaux, dans les commissariats, etc., que notre société tient. Et le problème, c'est qu'on n'a pas eu d'anticipation, mais créatrice, qui construit quelque chose. Les Romains, à l'époque, c'était des aqueducs. On voit dans certains pays comment ils anticipent les questions d'environnement, la gestion de l'eau, etc. Et nous, on a un sentiment aujourd'hui qui est particulièrement lourd, parce que comme vous le dites si bien, le capot, on ouvre le capot quand il fait chaud. Le Figaro, je le répète, de Valéry Giscard d'Estaing à Emmanuel Macron, les 50 décisions qui ont coulé la France, c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est l'Institut Thomas More, mais tout ce que nous disons là. Hein. Alors, ça va de la régularisation des sans-papiers, 81, la fermeture de Fessenheim, 2020, l'instauration du collage unique, la loi Habit 75, les lois de fer 82 et 83, la retraite à 60 ans, 82, le nouveau code pénal, 95, 14, la fin de l'universalité des allocations familiales en 2015. Etc. Je vous assure, c'est Ça extraordinaire. fait quand même écho à la série documentaire d'Éric Zemmour. Hein. Mais je vous La plupart des décisions que vous venez de citer, elles figurent dans ce... mais ce qui est drôle, c'est que Zemmour a écrit ça il y a 10 ans, et tout le monde aujourd'hui s'aligne quasiment sur son constat. Et les solutions, c'est autre chose. Sur le constat. Les solutions, bon, mais avant, on niait le constat. Par exemple, sur l'éducation nationale, on dit mais non, le niveau baisse pas. Alors maintenant, ça va être de pire en pire, hein, je vous assure. Parce que c'est tellement une catastrophe qu'ils ne peuvent pas dire ça. Donc ils se diront, ça marche bien. Ou ils diront, il n'y a pas assez d'Europe. Il en faut plus. Puisqu'ils ne peuvent pas dire, on est nuls. Donc ils ne peuvent pas dire ça. On accuse l'éducation privée. Donc ils vont dire, les meilleurs élèves. donc ils vont dire, ça marche bien, ça marche vachement bien, vous ne comprenez pas, c'est le président de la République. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'a dit Édouard Philippe. Édouard Philippe, il dit, mais il n'y a pas de raison de ne pas être optimiste. Bah, ok, il n'y a pas de raison. Comme il dit, il n'y a pas de raison. Maintenant, il faut écrire les l'assure. 50 décisions qui vont relever la France. Maintenant. Est-ce que c'est quelque chose... Bonne remarque. Voilà. Les 50, ça, vous avez parfaitement raison. Est-ce que c'est une unique responsabilité de ceux qui nous ont dirigés? Non, c'est les Français. Voilà, c'est ce que j'allais vous poser. Bien sûr, comme question. vous avez Est-ce qu'on n'est raison. pas un peuple qui se laisse un petit peu aller? Mais vous avez raison. Hein, faut dire aux on Français, défend, vous allez bosser plus. Regardez ce qu'ont fait les Grecs. Vous avez raison. C'est quasiment leurs finances. Ouais. Et nous, on est avec 3500 milliards de Sur le dettes. regroupement Vous avez familial, c'est un pas- décret, ils n'ont pas eu leur mot à dire. les Vous Français. avez par parfaitement exemple. raison. Je pense que... Vous Ils n'ont avez pas leur mot à dire, les parfaitement qu'on raison. réfléchisse. Mais toutes les solutions qui ont été, tout ce qu'on a fait, écoutez, c'est simple, tout ce qu'on a fait, en gros, depuis 1981, on s'est planté. C'est extraordinaire de le dire comme ça, d'ailleurs.
Toutes les décisions qui ont été prises, À quelques exceptions près. oui, sûrement, on va trouver des choses qui seront positives. Vous avez raison. Oui, bien sûr. Sûrement. La chose la plus Par positive, exemple c'est non, la chose la plus positive, c'est la place de la femme, qui est traitée aujourd'hui différemment d'il y a 50 ans. Oui. Des femmes. Des femmes. Des femmes. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est positive. Et puis après, il y a eu des progrès naturels. La médecine, vaut mieux aujourd'hui effectivement être malade que sans doute que on est mieux soigné sur certains cancers agressifs qu'on ne l'était en Parce qu'on a les meilleurs professeurs au monde, mais on a le pire système de santé. Quoi. Les incivilités. Mais ce qui se passe, c'est effrayant en France. C'est effrayant. Je ne vais pas vous dire autre chose. On va voir le sujet de Kylian Salé. Alors, comme vous avez raison, Rachel, ça illustre la chaleur. Les gens, ils se conduisent n'importe comment. Les pauvres gens qui habitent sur le canal ça, je peux vous dire, c'était mon ancien quartier. J'y suis allé j'y suis allé il y a 2 jours. Waouh. Mais ils en peuvent plus, les gens. C'est vraiment. T'as jamais vu ça. C'est la cour des miracles. Hein. Tu n'as jamais vu ça en France. Qu'ils adaptent leur vote. Non, mais il faut peut-être qu'ils adaptent leur vote aussi, mot. parce qu'ils ont on parlait de la responsabilité des Français. Là, dans ce quartier-là, ça vote quand même très. Dans le 10e, oui. Écoutez le sujet de Kylian Salé. Sans qu'il n'ait rien demandé à personne, cet adolescent est arrosé par une bande de jeunes. Il est ensuite bousculé, encerclé et de nouveau arrosé. Ces scènes d'incivilité sont fréquentes au canal Saint-Martin depuis le début de la canicule. Des mineurs sans leurs parents qui se permettent tout, comme ici ce jeune qui n'hésite pas à se jeter dans la Seine avec un Vélib. Les commerces ne sont pas épargnés, c'est le cas de cette pizzeria du 10e arrondissement. Plusieurs adolescents dégradent le mobilier sur fond de bagarre avant de fuir. Mais l'incivilité la plus fréquente est l'arrosage avec des pistolets ou des bouteilles d'eau. Cet automobiliste est pris au piège, il tente de les faire fuir avec sa béquille. Il est trop tard, ce jeune saute sur son véhicule. Celui-ci tente de lui bloquer le passage avec un vélo. Personne n'est épargné, les automobilistes, les piétons ou les cyclistes. Cette femme frôle même de peu l'accident. Jeter de l'eau sur quelqu'un peut être traité comme une violence sans ITT et passible, suivant les circonstances, d'une amende. Bien sûr. Ça aussi, c'est à faire dans la rue comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va vivre? Rien. Comment on va vivre? Pour établir l'autorité dans ce pays. Et est-ce que dans les années, je parle sous votre contrôle, qui avait peut-être connu ces années-là, est-ce qu'il n'y avait pas un adulte à un moment qui allait s'interposer, qui allait dire stop maintenant, enfin voilà, peut-être un peu de manière véhémente, mais l'adulte qui disait bon maintenant ça suffit. Mais l'adulte qui vient s'interposer, il prend un coup de couteau. Je sais pas, ils ont l'air d'avoir. Non mais vous avez peut-être raison, mais ils ont l'air d'avoir 10-12 ans. Ouais. J'ose croire que dans d'autres moments, on aurait dit un adulte bon stop maintenant. Mais à Saint-Brieuc, c'est un gosse de 10 qui en avait 14 qui a violé une jeune femme de 22 ans. Vous êtes là avec... vous allez prendre le risque, vous? Vous avez vu ce qui s'est passé avec Louis? Les 4 jeunes ou 5 jeunes qui ont massacré Louis. Écoutez Emmanuel Macron sur la canicule. Oui. Nous vivons, il faut avoir l'humilité de le regarder, une période totalement inédite. Nous nous sommes adaptés au réchauffement climatique. Mais on ne s'adapte pas à un pic qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe et qui n'a jamais eu d'équivalent dans notre histoire, c'est-à-dire un pic caniculaire qui dure aussi longtemps et qui est à 15 degrés au-dessus des normales saisonnières. Mais nous continuons à être mobilisés et le gouvernement annoncera demain de nouvelles mesures. Je ne vais pas ici rentrer dans plus de détails. J'ai eu, juste avant de décoller tout à l'heure, le Premier ministre qui prépare la CIC de demain où il annoncera des mesures nouvelles. Donc il y a un gros travail qui a été fait et je pense que l'honnêteté conduite à le regarder, à la fois de montants investis et de vraies transformations et qui ont changé beaucoup de choses, qui ont d'ailleurs été accompagnés par l'engagement de beaucoup de nos fonctionnaires, dont je veux saluer le rôle, et d'élus qui ont vraiment fait un très gros travail. J'étais juste avant de vous rejoindre à Vélizy-Villacoublay, où j'ai vu le travail remarquable des équipes municipales très engagées. Néanmoins, nous n'avons pas fini ce travail. Il faut avoir cette humilité. Et pour ma part, je regrette plutôt les choix qui ont été faits, mais je crois aussi dans la démocratie. Il se trouve que quand j'avais une majorité absolue, ces fonds ont été votés. Il y a eu ensuite des choix qui ont été faits, qui sont le fruit de compromis ou de certaines formations politiques. Allez les voir pour leur demander pourquoi ils ont coupé ces fonds. Maintenant, on doit continuer le travail d'adaptation.
Et qui c'est qui a fait la dissolution? C'est insupportable. Qui est-ce qui a fait ça? Ça fait 2 fois qu'il utilise le même argument. Il l'avait fait également dans l'interview à France Télévisions en disant c'est la démocratie. Attendez, c'est lui qui a dissous de manière de manière totalement délirante. Et il est là dans les non, c'est la démocratie, c'est pas moi. Vous n'aviez qu'à me renvoyer une majorité. Et puis maintenant, la dette, il va falloir que mon successeur s'en occupe sérieusement. Il a creusé plus de. C'est fascinant en fait. C'est fascinant. 1000 milliards de dettes en plus. C'est des cerveaux. Surtout avec le mot humilité. Hein. Oui, c'est ça. Prononcé en permanence. J'adore ça. C'est des cerveaux. C'est tellement oxymorique. Non mais là, c'est insupportable. C'est des cerveaux qui sont incapables de se remettre en cause. C'est sidérant. Parce que tout son discours, c'est le sous-texte. Ce n'est pas moi le responsable. Je n'y suis pour rien. Et c'est vrai en tout. Attention, vous critiquez le gouvernement. Là. Ah oui, je critique le gouvernement. L'ARCOM, l'ARCOM, attention. Je vais dire une petite chose positive, si vous pouvez. Ah non, mais il y a sûrement des choses. Non, mais personne l'a obligé à dissoudre. Enfin, bon, non, mettez pas une couche. Non, mais attendez-moi, ça va. De moi. Il aura ruiné la France. Non, arrêtez. Non, arrêtez. Arrêtez, je ne veux pas entendre. Il y a quand même eu le rapport de la Cour des comptes hier. Non. Mais quand il avait la majorité absolue, il a fermé Fessenheim. Ça, c'était là quand il était en pleine possession de capacités démocratiques, il a fait des décisions. Fessenheim, et 5 ans plus tard, on commande 6 nouvelles centrales. Bon, je trouve que c'est très intéressant. Je suis assez fascinée aussi parce qu'on était à Versailles la semaine dernière, c'est-à-dire il y a moins d'une semaine, en tout cas, à Versailles avec Donald Trump, etc. Versailles, c'est le roi soleil. Oui. Emmanuel Macron, il ne peut rien par rapport au soleil. C'est beau. Voilà. C'est beau. Merci Rachel de donner cette... Ah bah tiens, je vous dirai tout à l'heure George Sand, parce que j'ai lu un petit texte de George Sand sur... bien sûr, remarquable. Bien sûr, donc je vous lirai ça, George Sand qui parle de ses voyages et par 45 degrés. À tout de suite. 30. C'est vrai que alors la climatisation, nous on a de la chance quand même dans notre société parce que la climatisation, nous vivons effectivement toute la journée à l'abri et tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc c'est bien. Somaya Labidi à 9h30 nous rappelle les titres. Bonjour Pascal et bonjour à tous. Le couperet est tombé, interdiction de la consommation d'alcool dans la rue et les espaces publics à partir de midi, interdiction de la vente d'alcool à partir de 18h à Paris. Décision prise par le préfet de police face à la saturation des hôpitaux parisiens et son agglomération à cause de l'épisode de forte chaleur. À la une également, EDF débloque 80 millions d'euros pour équiper les établissements scolaires, les crèches et les centres de loisirs en système de rafraîchissement. Pour l'heure, seules 4000 écoles sont rénovées, 400 sont climatisées sur plus de 40 000 écoles primaires en France. Et puis le bilan ne cesse de s'alourdir au Venezuela. Au moins 235 morts, des milliers de disparus et de blessés. Après le plus grand séisme que le pays ait jamais connu, les recherches se poursuivent dans les décombres d'immeubles effondrés pour tenter de secourir des personnes prises au piège. Les États-Unis, la France et la Suisse, entre autres, vont envoyer des renforts pour épauler les secouristes. Merci Somaya. Je découvre le Figaro Magazine. Je vous assure, c'est génial. Les 50 décisions qu'ont coulé la France, simplement sous François Mitterrand. Et tout le monde sera d'accord aujourd'hui. Régularisation des sans-papiers, 81. Impôt sur la fortune, taxer la réussite et l'investissement. Les lois de fer, matrice d'une décentralisation confuse, coûteuse et instable. Retraite à 60 ans, première cause du déclin économique et social. Abrogation de la loi Perfit, acte fondateur de la culture de l'excuse. Encadrement des quotas laitiers, la bureaucratie contre la compétitivité. Ratification de l'acte unique, l'Europe marché consacré. RMI, symbole de l'extension sans fin de l'État social. Loi Jospin, l'élève devient roi du système éducatif. Foulard islamique de Creil, première capitulation française devant l'islam politique. Traité de Maastricht, l'Europe se déstructure en croyant se construire. Je vous assure, mais c'est génial. Et ce n'est que ça. Et ce n'est que ça. Jacques Chirac, quinquennat et inversion du calendrier électoral. L'équilibre de la Ve République, évidemment, est renversé. Jacques Chirac, toujours. Aide médicale d'État. La France soigne une immigration irrégulière qu'elle ne contrôle pas. Et puis, je peux vous parler du service militaire. Sous Giscard aussi. Alors, sous Giscard, il y en a 3 majeurs. Collège unique, instauration du regroupement familial et numerus clausus. Ouais. Alors, Giscard avait reconnu lui-même que le regroupement familial, c'était la plus grande erreur qu'il avait commise. Il a essayé de... François Hollande, cession de la branche d'énergie Alstom, l'abdication industrielle, la loi Taubira, le démantèlement des derniers remparts de la sécurité des Français, nombre de fonctionnaires, point d'orgue, une folle envolée. Tout ça, c'est sous François Hollande. Je vous assure, c'est quand même...
Le suicide français, je ne vais pas vous dire autre chose, on a tous ce sentiment, le suicide français. Alors on est sur la canicule, et alors je vous parlais de George Sand, un été que je n'ai jamais vu, que je ne croyais pas possible dans nos climats tempérés, des journées où le thermomètre à l'ombre montait à 45 degrés, plus un brin d'herbe, plus une fleur au 1er juillet, les arbres jaunis, perdant leurs feuilles, la terre fendue, s'ouvrant pour nous ensevelir, l'effroi de manquer d'eau d'un jour à l'autre, l'effroi des maladies et de la misère pour tout ce pauvre monde découragé de demander à la terre ce qu'elle refusait obstinément, à son travail, la consternation de sa fauchaison à peu près nulle, la consternation de sa moisson misérable, terrible, sous cette chaleur d'Afrique qui prenait un aspect de fin du monde. Et le Figaro a publié ça parce que finalement c'est en France aujourd'hui. Le ventilateur. Ah, on a un caviste, me dit... Ah, alors le ventilateur d'abord avec Louisa Paris, parce que tout le monde se rue sur les ventilateurs. À Chagres-et-Açores, la même bataille. Les clients viennent chercher leur dernier espoir de fraîcheur. Réussir à trouver un ventilateur, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Pour éviter les débordements, des policiers ont même été aperçus chez ce grossiste en appareils électroniques. La course au ventilateur est bel et bien lancée. Sincèrement, c'était inespéré parce qu'on a fait plusieurs boutiques qui sont en rupture de stock. Donc on est ravis de trouver l'un des derniers, oui. Il en restait 4. Bon, il y avait toute une palette et tout le monde en avait pris au moins 2, 3, voire 6. Et nous, on a pris le dernier. Rupture de stock sur les climatiseurs. Cette famille est ressortie avec un ventilateur, une alternative qu'ils sont soulagés d'avoir trouvée. La température intérieure de leur logement avoisine les 30 degrés. Et c'est important quand même de les soulager. Donc je pense... c'est le moment. Enfin, il fallait avoir une ventilateur à la maison. Ah oui, je suis contente parce que je vais mourir si j'ai pas un ventilateur. Vous êtes soulagée là ? Là, ouais, je suis soulagée, je respire beaucoup. Alors que la canicule fait exploser les ventes, les stocks peinent à suivre. Les ventilateurs, majoritairement fabriqués en Asie, mettent plusieurs semaines à rejoindre la France. Un délai qui pourrait laisser certains clients sans solution face à la chaleur. Bah écoutez, on va en essayer de patienter encore quelques heures, puisque la canicule, a priori, ça arrête. On échangeait nos trucs, là, pour... Ouais, trucs de grand-mère. Des trucs de grand-mère. Moi, j'ai des bouteilles de Olivier et je mets devant le ventilateur. Ça marche assez bien. Pardon ? Vous prenez une bouteille d'eau, vous mettez à votre congélateur, vous la congelez, et puis quand vous la sortez, vous la mettez devant votre ventilateur. Et ça fonctionne assez bien, ça rafraîchit assez bien. Une bouillotte glacée, en fait. Ouais. Bouillotte glacée. Ouais, moi, je fais ça. Ouais. Johan Marcon est avec nous. Il est président des cavistes de France, je crois, c'est bien ça. Bonjour, monsieur Marcon. Bonjour, oui, c'est bien ça. Bon. Au syndicat des cavistes professionnels. Bon, alors, expliquez-moi, dans Paris, j'ai le droit d'acheter aujourd'hui de l'alcool jusqu'à 18h chez vous, c'est bien ça? Voilà. Et après, vous avez le droit d'aller dans des restaurants, d'aller dans des épiceries, dans des supérettes, mais pas chez le caviste. Oui, mais des cavistes après 18h, de toute façon, c'est de 18h à 7h du matin, vous n'êtes pas ouverts, les cavistes, vous ouvrez jusqu'à 19h sans doute. 20h, enfin. Si, 19h, 19h30 à la campagne, mais à Paris, 20h, 21h, voire 22h. Des cavistes à 22h qui sont ouverts jusqu'à 22h. Oui, mon cher Pascal. À Paris, oui, mais c'est pas... Le sujet, il est plus ailleurs, en fait. Il est qu'on est encore une nouvelle fois ciblés, nous, alors qu'on est les acteurs les plus responsables de la vente d'alcool. On est formés, on explique à nos clients comment boire, etc. On n'est pas les pourvoyeurs de l'alcoolisme. Au contraire, on est vraiment des gens responsables. Et on est encore une nouvelle fois, nous seulement ciblés. C'est juste ce qui nous met en colère. On est évidemment conscient de la canicule. On est évidemment conscient des ravages de l'alcool, etc. Mais pourquoi on est seulement nous ciblés, seulement notre... Mais c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi vous dites seulement vous? Moi, j'ai compris que, par exemple, le proxy du coin qui vend de l'alcool, il a le droit d'en vendre après 18h? Non, parce que lui, l'alcool n'est pas exclusif. Il a d'autres produits dans son rayon. Mais alors qui a le droit d'en vendre après 18h? Eh ben, les grandes surfaces, les bars, les restaurants. Non, les bars et les restaurants, ça, je suis d'accord avec vous, mais c'est une démarche d'aller dans un bar. Mais la grande surface a le droit de vendre du... Je crois pas, hein, la grande surface, théoriquement, la grande surface, elle n'a pas le droit. Alors, comme tout arrêté préfectoral, il faut avoir fait Sciences Po pour les comprendre. Oui, ça, mais honnêtement, nous, ce qu'on comprend, et ça nous est confirmé, c'est que parce qu'on est spécialisé et qu'on vend de l'alcool exclusivement, on est pénalisé. Alors même que nous, on est responsable, on est formé. J'entends bien, mais tout le monde est à la même enseigne, je l'espère. Vous dites dans une grande surface. Non. Dans une grande surface, on peut le vérifier. Je demande à Marine de le vérifier, aux équipes. Mais à 18h, je pense que le préfet
Je pense que le Non. préfet a... On passait à la caisse avec des bouteilles, Ouais. machine. La vente d'alcool à emporter, est interdite à partir de 18h à Paris. Donc ça concerne, j'imagine, à emporter. A priori, tu ne bois pas sur place quand tu es dans une grande surface. Certains doivent le faire, mais ce n'est pas une bonne solution. C'est les commerçants spécialisés. C'est une ligne dans l'arrêté préfectoral qu'il faut savoir lire. Si on est spécialisé dans la vente d'alcool, on est ciblé expressément interdit. C'est ça qui n'est pas normal. Bon, bah écoutez, c'était bien en tout cas de vous avoir, monsieur. Le troisième arrêté préfectoral qu'on fait sauter, pour les mêmes raisons, les arrêtés sont pris de manière arbitraire. On est encore une fois, nous, ciblés exclusivement, et c'est pas normal. Bon, bah merci, monsieur Marcon, hein, je précise. Marcon. Marcon, oui. Le R est avant le C. Hein. C'est ça. Voilà. Faut le souligner. Faut le souligner. Comme vous dites. Merci beaucoup et bonne journée. Vous êtes à Paris, là, peut-être? Non, je suis à Saint-Bonnet-le-Froid. C'est où, ça? C'est dans le Massif central. Ah, mais non, vous êtes bien, là? Moi, je suis ouvert jusqu'à 20h. Alors là, dites donc, vous êtes drôlement bien, je le dis pour les amis d'Europe 1. Moi, j'ai envie d'être avec vous, parce que ça a l'air... À 1200 mètres d'altitude, l'air est encore frais, on est très bien, les nuits sont fraîches. Ah, bah écoutez, on y va, tiens. On va tout de suite partir. Parce que là, on va... Franchement, monsieur Marcon... Il y a un restaurant très célèbre de monsieur Marcon, Régis Marcon, à Saint-Bonnet-le-Froid. Mais attendez, oui, mais vous êtes une fine gueule, comme on dit. Vous connaissez tous les restos. C'est la culture générale, monsieur Pro. Mais c'est vrai, là, je vais vous dire, c'est un restaurant qui est un des meilleurs restaurants du monde. Ah bon? Oui. Alors, on y va 2 fois, alors. Attendez, on y va. C'est pour ça, moi je pars. Alors, Saint-Bonnet-le-Froid, je sais que c'est la même famille. Comment vous dites Saint-Bonnet-le-Froid. Saint-Bonnet. Bonnet. Saint-Bonnet, comme un bonnet. Comme un bonnet. Comme Thomas Bonnet. Saint-Thomas Bonnet. Bon, mais en tout cas, ça a l'air très sympa, le Massif central. Bon, il n'y a pas trop de monde, manifestement, et ça, c'est agréable. Comment? Non, mais c'est bien, il n'y a pas trop de monde, mais il y a assez de monde. C'est très bien. Ah oui, moi, je suis d'accord avec vous. Je suis bien sur cette ligne-là aussi. On pourrait peut-être construire une prison, là, il y a de l'espace derrière. Un centre pour migrants. Je veux dire, ça paraît, on dit souvent qu'on manque d'espace, mais là, on cherche, pourquoi pas, à Saint-Bonnet, Malfroid, là. Quand même. Bon, allez, justement. Bon, merci. On sourit, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai regardé l'arrêté, là, j'ai l'arrêté préfectoral. Merci, monsieur Marcon. J'ai l'arrêté préfectoral sous les yeux. Merci. Ce qui est interdit, c'est la vente à emporter. Donc, on imagine une boisson, par exemple, un gobelet en plastique de bière, vous ne pouvez pas l'emporter. Et sont concernés, en effet, les commerces de détail vendant à titre exclusif de telles boissons. Donc, d'accord. Mais donc, que au franc prix du coin, je peux aller à 19h acheter un pack de bière? En tout cas, c'est pas très explicite dans la règle tel qu'il est. Je serais vous, je l'achèterais à 17h. Mais bon. Question essentielle. Comment se chausser? Et là, on va voir un sujet. Là, vous avez vu notre ami ce matin. Vous êtes en basket, alors c'est pour ça. Mais non, mais je suis en basket parce que je me suis fait une entorse, je suis tombé dans le studio hier et vraiment failli mourir. Mais parce que la fatigue, sans doute, la chaleur. Et voilà. Ça va bien. Et voilà. Oui, j'ai une entorse. Un peu jeune. Je pense que un peu zazou. J'ai eu une entorse. Bon, j'ai prévenu Guy Stéphane que je pourrais pas. Qui ne pouvait pas compter sur moi. Voilà. Mais notre ami de la littérature sur Europe 1 ce matin, Nicolas Caro. Vous l'avez vu comment il était? Vous avez vu les chaussures qu'il avait? Non. Il avait des méduses. Non. Je vous assure, il avait des méduses. Ça revient à la mode. Il avait des méduses. Mais la mode se trompe. Il avait et alors, on voit beaucoup de pieds nus. Vous avez vu? Bon, alors comment se chausser? C'est une vraie question. Là, vous avez quoi? Des souliers? Des souliers. Vous avez des souliers, Georges? Vous avez quoi? Vous avez des souliers? Vous avez des... Ça, c'est des... Alors, je connais cette marque, mais on ne va pas la citer. C'est des petites ballerines en toile. Voilà, elles sont... Voilà. Et vous êtes comment moi, j'ai des cheveux, mais je me réveille au Vous milieu êtes de un la peu nuit. dépenaillé, là, d'ailleurs, je trouve. Hein. C'est un peu... Ah oui, la cravate et... Le col est mal... D'ailleurs, attendez, heureusement, question cravate, excusez-moi, vous n'allez pas me donner des leçons. Heureusement, Thomas Bonnet, lui, assure, quoi qu'il arrive, il a la cravate. Voilà. Alors, voyez l'excellent sujet. C'est un modèle pour nous. Quand même. Bon pied, bon oeil. Je trouve que c'est un modèle, je suis d'accord avec vous. Louisa Paris, comment se chausser? Parce qu'effectivement, c'est une question importante par ces temps de canicule. Gonflé, trop chaud, c'était la seule solution. Nos pieds détestent la chaleur. Alors comment se sentir confortable en pleine canicule? Nous sommes allés vous poser la question. Des tongs un peu chic. Des sandales fermées. Je porte des baskets. Moi, je porte des sandales. On s'est dit que ce matin, on allait mettre des petites tongs. Ah bah, j'ai mes crocs en bas, là. Si vous avez décidé de chausser vos tongs cet été, sachez que c'est déconseillé.
Elles n'absorbent pas le choc de la marche et créent de petites plaies à cause des brides. Mais alors, vers quoi doit-on se tourner ? Vaut mieux prendre des sandales avec des matières le plus naturelles possible, telles que du cuir ou du liège. Et pour ceux qui préfèrent utiliser des baskets, des chaussures fermées, privilégier des chaussures de running, parce que les chaussures de running, ils ont des éléments techniques en fait pour que la chaussure elle puisse laisser passer l'air. L'été rime aussi avec festivité. Alors si vous portez des talons, attention à bien choisir votre pointure. Il faut faire attention que le pied a tendance à gonfler, donc ça peut faire créer des ampoules au niveau du pied. Et donc c'est pour ça que si les gens ils veulent porter des chaussures à talons, ils devraient prendre des pointures, en fait une pointure au-dessus. Si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, sachez que marcher pieds nus dans l'herbe ou à la plage favorise la force du pied, l'équilibre et la démarche. Oui. Pourquoi vous me regardez comme ça ? Ben non, mais je vous regarde comme ça parce que c'est une question importante. C'est vrai, c'est vrai que marcher, c'est un des grands plaisirs de l'été, c'est de marcher pieds nus dans des chaussures. Voilà. Dans les chaussures dans des chaussures qui sont faites pour. Voilà, des chaussures bateau, vous voyez, vous savez. Les chaussures bateau, ça existe encore. Oui. Oui, ça existe. Les bateaux existent, les chaussures existent, les chaussures bateau existent. Non, parce que le contact de la peau avec le cuir n'est pas forcément agréable dans un soulier, non ? C'est mieux d'avoir une. Pas rentrer dans les détails, vous mettez un peu de talc, etc. Et ça passe très bien. Donc, franchement, c'est très bien. Voilà, hop. Chers amis, si vous souhaitez quelques conseils de podologie, Joseph Massescaron vous reçoit à partir de 14h dans son cabinet. Avec ce que j'ai au pied, oui. Oui, mais moi j'aime bien symboliquement. Vous avez quoi au pied ? C'est chic, ça. Je ne peux pas le dire, c'est une marque. Ah bon, non, j'ai pas vu. Ah oui, je connais. Oui. Ouais. Voilà. Ça, c'est chic. Bon, alors... La République En Marche, oui. elle a perdu pied, c'est peut-être ça le problème aussi. Mais ce matin... Hein. Oui, je suis en forme. Bon, alors, notre ami... qui ne l'est pas d'ailleurs, Yann Barthès s'est fait un peu retoquer parce que les ricaneurs, ils se sont moqués des gens qui vivent sous les toits. C'est pas très sympa parce que les gens qui vivent sous les toits, c'est évidemment pas les plus fortunés. Et c'est vrai que c'est assez difficile. Dur. Mais là, ce qui est amusant, c'est que tout est écrit chez Barthès. Hein. Parfois, tu peux dire des bêtises. Nous, on dit souvent des bêtises. Moi, je dis des bêtises. Mais bon, elles ne sont pas écrites avant. Est-ce que là, elles sont écrites. Donc, il y a des gens qui les écoutent. Et puis, ça passe quand même. C'est ça qui m'a le plus étonné dans la séquence qu'on va voir. Parce qu'elle n'est pas drôle et puis elle est très bête. Comme on le disait hier, tout le monde a chaud. C'est rare d'ailleurs de vivre un événement universel. On est tous logés à la même enseigne. Si vous croisez Bernard Arnault, il aura chaud. Un ministre, il aura chaud. Il aura aussi chaud que vous ou que votre voisin du dessus ou du dessous et que vous habitiez dans le nord, dans le sud, Enfin non. Il y a cette catégorie de personnes qui est plus concernée que tous les autres. Il fait extrêmement chaud chez moi, évidemment. En plus j'habite sous les toits. Donc... Il y a ceux qui vivent sous les toits. Et il le précise. J'habite au 3e étage, sous les toits. Donc ils se sentent autorisés à parler plus fort, car j'habite sous les toits. Tout le monde s'en fout. C'est étonnant quand même. Hein. Après, je suis pas fan non plus de la cabale, notamment j'ai vu beaucoup d'élus de gauche qui sont allés un peu en meute comme d'habitude contre Quotidien. Bon, on peut trouver ça pas drôle, on peut ne pas être d'accord. Après, moi, je suis quand même adepte de. Non, mais ça puisse dire aussi un peu. Mais je suis d'accord. L'ironie. Bon. Et vous avez raison, mais ça traduit des. Pour le coup, eux, ils sont déconnectés. Voilà, c'est des ricaneurs qui vivent dans 3 arrondissements de Paris. Le principe de ricanement est au fond de commerce. Donc, voilà, et tu ricanes. Mais surtout, en plus, aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent dans la rue avec cette chaleur, qui n'ont pas forcément accès à de l'eau potable et qui ne peuvent pas forcément se doucher. Donc non, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Vous voyez, moi, je découvre cette chronique, mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle est fausse. Parce que justement, si on veut un peu élever le débat, on pourrait se dire que on n'est pas égaux devant la chaleur. On le voit bien. Il y a des gens qui vivent avec la clim. Il y a des gens qui vivent avec des emplois où on ne souffre pas de la chaleur. Non, on n'est pas égaux devant la chaleur. C'est justement un des problèmes. C'est bien le problème. Vous avez parfaitement raison. Il y a des gens qui ont les moyens, par exemple, de prendre un hôtel. Pourquoi pas, de quitter leur appartement parce qu'il fait très chaud. Et ils ont la possibilité, s'il y a un joli hôtel près de leur maison, ils vont passer 2 nuits. Évidemment que tout le monde... Des maisons qui sont climatisées. On n'est pas égaux non plus parce que si vous allez à l'hôpital, ceux qui ont les moyens, ils iront peut-être pas dans l'hôpital public, ils iront dans une clinique pour une chose plus légère, peut-être, bien sûr, pas une intervention importante, mais il
y a plein de... Évidemment qu'on n'est pas égaux. C'est l'exact contraire. C'est pour ça que cette chronique est stupide. Assez. Égaux pour rien, de toute façon. Vous connaissez le drame de Louis, 17 ans, qui a violemment été passé à tabac par plusieurs jeunes vendredi. Et c'est évidemment pas un fait divers, c'est un fait de société. Pourquoi ? Parce qu'il combine beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans beaucoup d'affaires. D'abord la jeunesse, les gens qui ont 15 ans. Et je répète le mot de Stanislas Godon hier, c'est une bombe à retardement que cette jeunesse. Bon. Ensuite la violence, évidemment, de notre société. La mise en scène, qui en dit beaucoup, c'est-à-dire que ces jeunes gens, c'est absolument incroyable, c'est eux-mêmes qui ont donné aux enquêteurs la solution pour les retrouver, puisqu'ils se sont filmés. Sans se dissimuler le visage, sans rien. Exactement. Bon. Et cette société de jeunes gens qui paraît aujourd'hui sans surmoi, on n'a plus d'explication d'ailleurs. Donc voyez ou écoutez, et puis témoignage aussi, qui fait sens, c'est la volonté de minimiser. Je crois que c'est le journal L'Indépendant, et c'est pour ça que la famille a pris Exactement, la famille a pris la parole. Au départ, on parle d'une rixe. S'il n'y a pas d'image, c'est une rixe. Non, c'est pas une rixe, c'est un assassinat. À 5 contre 1, c'est pas une rixe. Non. Est-ce qu'on peut ajouter, moi, ce qui m'a frappé, je suis pas arrivé à voir la vidéo jusqu'au bout, je dis franchement, mais la manière dont ils assènent les coups. Moi, j'ai vu l'impression de revivre aussi la manière dont Quentin avait reçu les coups, exactement de la même manière. Vraiment, c'est-à-dire, c'est permis de tuer, license to kill, c'est-à-dire la manière dont les coups sont envoyés dans les côtes pour les briser, bien sûr, la manière dont les coups de poing sont envoyés dans la boîte crânienne pour la briser. Franchement, c'est à chaque fois le même scénario. Alors, écoutez la tante de Louis, un premier témoignage qui rapporte ce qui s'est passé. Si vous voulez, quand le premier article est sorti, j'étais à l'hôpital, évidemment. Et je vois l'article sortir et je vois ma sœur qui voit l'article et qui commence à éructer. Et elle dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est pas une rixe, en fait, mon petit garçon, ce qu'ils m'ont fait. Parce que moi, je l'avais, la vidéo. Je sais que c'est pas ça. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le journaliste. Je lui dis, qu'est-ce que vous racontez ? Mais madame, c'est les éléments qu'on m'a donnés. Mais c'est pas ça, les éléments. Et en fait, j'ai pris la décision ce matin, en accord avec ma sœur et le papa de Louis, qu'on n'allait pas se laisser faire et qu'on allait faire savoir les choses. On a publié sur les réseaux, on a contacté les gens et aujourd'hui, toute la presse est unanime. C'est un guet-apens et c'est un assassinat. Mais on avait les leviers pour. Mais les gens qui n'ont pas les leviers, combien il y a d'enfants ? Peut-être Louis, ce serait resté juste une page dans les faits divers à Perpignan. Ou à Narbonne. Honnêtement, je crois que la seule chose qu'il faut, c'est que les juges, maintenant, prennent en considération vraiment ce qui s'est passé. Ils ont les vidéos, ils ont tout. Il faut que ces personnes soient jugées à la hauteur de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont arraché la vie à coups de poing dans le crâne d'un enfant de 17 ans. Il n'y a pas d'autre mot. C'est cru, c'est violent, mais c'est ce qui s'est passé. Il est 9h51, on va être dans une seconde avec le carillon d'Europe 1 que vous entendez. C'est gravissime, effectivement, et on ne peut être qu'en empathie avec cette famille, avec cette mère, avec cette tante. Et c'est toujours dans ces cas-là difficile d'enchaîner avec le carillon d'Europe 1 et Thomas Hill qui est avec nous. Thomas. Effectivement, bonjour Pascal. Thomas, quel sera votre programme ? Eh bien, on va parler de l'audace ce matin avec Florence Servan-Schreiber qui sera avec nous pour son premier roman graphique, Tentons l'audace. Voilà, ça s'appelle Chiche. On en parlera avec elle. On se demandera la différence entre l'audace et le courage. Et alors, c'est quoi, votre avis, la différence entre l'audace et le courage ? C'est elle qui va nous l'expliquer, mais alors, dans ces mots, j'avais l'impression que l'audace, c'était encore plus courageux que le courage, parce que le courage, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, alors que l'audace, c'est un choix. Voilà. Est-ce que vous êtes audacieux ? J'essaie de l'être parfois, ça m'arrive, ouais, ça m'arrive. Qui disait de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace ? Qui a eu cette formule célèbre ? De l'audace. C'est pas Danton, justement, qui disait ça ? J'ai l'impression que oui. C'est curieux, d'ailleurs, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Bon. La chance sourit aux audacieux.
La chance-souris, oui. Et on sera aussi avec Chantal Goya tout à l'heure. Ah oui, elle a des petits soucis financiers. Elle a des petits soucis financiers, effectivement. Mais voilà, on parlera aussi de musique avec elle, évidemment. Et de son parcours et de son histoire. Voilà. Bon, bah écoutez... Merci Pascal. Merci à vous. Il est 9h53, on marque une pause. Il est 10h, en tout cas 9h59. Il va l'être dans une seconde. Sommeil à la midi. Allez, courage, plus que quelques heures à tenir avant le début d'une baisse des températures, une baisse progressive qui va commencer à s'installer par la façade atlantique du pays. Les régions de l'Est, elles vont encore devoir subir cette fournaise tout le week-end. 61 départements sont placés en vigilance rouge pour la journée. Le bilan ne cesse de s'alourdir au Venezuela. Au moins 235 morts, des milliers de disparus et de blessés après le plus grand séisme que le pays ait jamais connu. Les recherches se poursuivent dans les décombres d'immeubles effondrés pour tenter de secourir des personnes prises au piège. Les États-Unis, la France et la Suisse, entre autres, vont envoyer des renforts pour épauler les secouristes. Et puis suspension du plan d'évacuation du détroit d'Ormuz après l'attaque d'un navire qu'il avait emprunté en dehors du cadre du dispositif. Tout passage en dehors de ce cadre ne pourra pas être sécurisé, a précisé l'autorité iranienne après cet incident. Un plan d'évacuation mis en place, je vous le rappelle, pour permettre aux plus de 11 000 marins bloqués depuis la guerre de repartir. Merci beaucoup, Somaya. Et je vous rappelle donc Louis, 17 ans, violemment passé à tabac par plusieurs jeunes vendredi dernier. On a entendu un premier témoignage de sa tante. Vous allez entendre un deuxième témoignage lorsqu'il y a eu quand même un espoir, hélas, qui n'est pas allé jusqu'au bout. Écoutez. Après cette découverte, le commissariat a appelé ma sœur en fin d'après-midi samedi, qui m'a appelé tout de suite en hurlant au téléphone qu'il fallait qu'on y aille très vite parce que le pronostic vital était engagé. J'ai tout de suite appelé l'hôpital. J'ai eu le médecin qui avait pris en charge Louis et qui m'a dit « Madame, il faut que vous veniez très très vite sur le centre hospitalier de Perpignan », ce qu'on a fait. Ils l'ont opéré tout de suite. Les médecins nous ont dit qu'il y avait très peu de chances en fait qu'il survive à l'opération parce que les dommages étaient trop importants. Il a survécu. La première partie était extrêmement compliquée parce qu'en fait, son cerveau était tellement abîmé qu'en fait, aucune stimulation ne devait lui être imposée. On pouvait le voir, mais à distance, ce qui était très frustrant pour nous parce qu'on avait envie de lui parler. On a eu des bonnes nouvelles le lendemain. La pression du cerveau était redescendue, donc on s'est remis à espérer. Et en milieu d'après-midi, les médecins nous ont annoncé qu'en fait, l'autre partie du lobe droit avait lui aussi été impactée et qu'il n'y avait pas de solution, qu'il ne se réveillerait pas. On a pu quand même rester auprès de lui. Et cette fois-ci, on avait vraiment accès à lui. On en a profité jusqu'au bout, on a dormi avec lui. On s'est relayé chaque seconde, il n'a pas été une seule seconde tout seul. Bon, on n'a pas pris la mesure, effectivement, de cette bombe à retardement. Hein, c'était le mot de Stanislas Godon. Bon, maintenant, les solutions. Parce que ces jeunes-là, si vous ne les encadrez pas, on n'est qu'au début. Et moi, je ne vois qu'une manière de les encadrer, c'est quasiment une sorte d'autorité militaire, vous voyez, de prendre en charge ces jeunes gens et de les remettre dans le droit chemin, dans un encadrement, je dis militaire, vous comprenez ce que ça veut dire, avec énormément d'autorité, pour reprendre... bon. Et ce sont des milliers peut-être de jeunes gens qu'il faut reprendre. Bien sûr, quand tout le reste... Vous n'allez pas les abandonner. Quand tout le reste a échoué, oui. Le reste, ça veut dire les placements, les centres éducatifs fermés, voire même la détention provisoire, ou la détention tout simplement, qui pour certaines catégories de jeunes ne suffisent pas. Il y a l'autorité militaire, un encadrement. Bien sûr. Où on réapprend les bases de la vie, c'est-à-dire se lever le matin, dire bonjour, dire merci, faire son lit, toutes choses que ces jeunes ont complètement oubliées, vous voyez. C'est-à-dire réapprendre ce qu'est la vie en société. Et là, on arrive devant des... C'est de pire en pire chaque année. Je répète la statistique, 99% d'augmentation de tentatives d'homicide en 10 ans. Ça concerne les majeurs aussi, hein, pas uniquement les mineurs. Oui, mais dont... Et x2 depuis 10 ans. x2 depuis 10 ans. Oui, parce que... Et les mineurs représentent là-dedans, je crois, me disait-il, ils sont à 20 ou 25%. Oui, autour de 20%, oui, sûr.
Donc c'est un problème de sécurité vraiment important. Et avec une barbarie, une sauvagerie qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. Moi, je ne suis pas certain que les... J'aimerais croire, comme vous, que le fait de les mettre dans un cadre militaire très strict, dur, puisse... Je l'ai vu fonctionner. Mais je pense que ça Vous peut savez aussi fonctionner que je l'ai vu pour certains. fonctionner. Mais où ça ? Je l'ai vu fonctionner dans les bootcamps aux États-Unis, notamment celui de Chicago. Ben, je peux vous dire que tous ces jeunes que j'ai vus dans ces prisons-là, au bout d'un an, tous les matins, c'est appel au drapeau, discipline militaire, ça ne bronche pas. Et au bout d'un an, qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes ? Ils intègrent l'armée, spontanément, ou d'autres métiers comme ça. On remet des diplômes avec les familles qui sont présentes à l'américaine, voyez-vous. Mais ils ont subi un encadrement militaire tel qu'ils n'ont plus tellement envie de faire les... Ça peut marcher pour certains, mais je ne crois pas que malheureusement ça puisse résoudre le problème de manière globale. Je pense que le problème est tellement vaste, on le voit à tellement d'occasions maintenant, ce comportement tellement dénué de sens même du bien commun. Il y a quand même un problème d'esprit d'impunité, et c'est clair, et c'est vrai que... On donne souvent en exemple les États-Unis, pas toujours en bien, mais là, en ce qui concerne la peur de la police, par exemple, ça ne rigole pas du tout aux États-Unis. Oui, bien sûr. Et les gens savent, par exemple, voilà, vous avez un panneau, si vous jetez un truc par la fenêtre, c'est $1000. Vous ne le faites pas, hein, parce que ce sera vraiment $1000. Mais non, mais les jeunes, je sais qu'à Chambéry, par exemple, ces derniers jours, il y a une dizaine de jeunes qui ont fait irruption aux urgences. Mais ça, vous en avez entendu parler nulle part. Donc, il faut creuser. Ils respectent plus rien. Il y a un double levier. Moi, je considère que vraiment ce dicton, ce proverbe africain, pour élever un enfant, il faut tout un village. Il y a aussi la responsabilité de l'ensemble de la société. Et quand vous parliez tout à l'heure, cher Thomas, est-ce qu'il n'y a pas un adulte à un moment donné qui puisse leur dire quelque chose aux jeunes qui sont en train de chahuter avec de l'eau, etc. Je pense que nous, en tant qu'adultes, dans la rue, on devrait aussi avoir instinctivement la possibilité de... T'as pas envie d'en prendre une maintenant, voilà. Et donc c'est ça. Après, on a un double levier. C'est-à-dire, d'un côté, on criminalise l'autorité, la police tue, etc. Et on valorise la violence. La seule petite tentative qu'avait fait Gabriel Attal, c'était d'inverser le principe de l'excuse de minorité. C'était pas mal. Sauf que le Conseil constitutionnel a dit oulala, c'est contraire aux principes généraux de la République. Bon, écoutez, donc, ça fait plusieurs fois que j'en parle ce matin. Je renvoie au Figaro Magazine les 50. Parce que maintenant, ce qui est bien, c'est que tout le monde arrive au moins au constat. Oui. Le Figaro Magazine, c'est les 50 décisions qui ont fait couler la France. C'est-à-dire qu'on accepte l'idée que la France est coulée. Dans le Figaro. Oui. Dans le Figaro, en tout cas. Dans le Figaro, qui représente un courant. On accepte cette idée. On ne se raconte plus de salade maintenant. Oui, parce que quand Nicolas Bavrez l'avait dit il y a 25 ans, le déclin. Voilà. Qu'est-ce que Dieu sait si Nicolas Bavrez qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu Qu'est-ce qu'il n'avait pas entendu Donc là, le Figaro accrédite cette idée. Donc c'est que ce constat, quoi. C'est pas d'ailleurs. Le constat est à peu près partagé. Les solutions pour y répondre, beaucoup moins, quoi. Bah parce que dites non, vous allez. C'est une monde. C'est en 50 ans. En fait, donc vous pouvez pas tout refaire en un an. C'est ça qui est difficile. Quoique. Ouais. Quoique. Ils vont interdire les réseaux sociaux, ça va. Quoique. C'est ça leur idée, en fait. Quoique. Par exemple, François Hollande, c'est formidable. Limitation du cumul des mandats, un affaiblissement démocratique majeur. Erreur. Oui. La loi ça avec les meilleures intentions du monde. Mais à toujours, une catastrophe. Toujours. Mais l'enfer, c'est quoi l'expression? L'enfer est pavé de bonne intention. C'est ça. Bien sûr. La fausse bonne idée. Bien sûr. L'ASE. Parce que ça aussi... Alors là, on découvre quelque chose. On découvre l'ASE. Voyez le sujet de François Tsiskevitch, l'ASE. C'est l'un des acteurs majeurs de la politique de protection de l'enfance. L'ASE, ce service régi par les départements, assure la sécurité, la santé et le développement des mineurs en danger ou en risque de l'être. Au 31 décembre 2023, 384 900 mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans bénéficient d'au moins une mesure d'aide sociale à l'enfance. Parmi eux, 221 000 sont accueillis directement par l'ASE. Que c'est le juge des enfants qui décide de placer l'enfant, c'est-à-dire de le sortir de son foyer, de sa famille, qu'il estime malveillante ou dangereuse, ou les deux, et qui décide donc de le placer, de le confier à l'aide sociale à l'enfance. Ensuite, on regarde vers quelle structure il est orienté.
Outre les familles d'accueil, il existe différentes structures de placement, notamment les lieux de vie et d'accueil et les maisons d'enfants à caractère social, des établissements où les adolescents vivent en collectivité. Et en réalité, il est vrai, quand c'est possible, que ces jeunes au sein de la maison sont répartis par tranche d'âge, il n'en demeure pas moins que, ab initio, quand ils intègrent le foyer, ils sont susceptibles de croiser d'autres profils, parfois plus inquiétants, ou en tout cas plus contrariants. Au total, plus de 74 000 enfants et jeunes majeurs sont accueillis par l'un des 2137 établissements de l'aide sociale à l'enfance. Je ne sais pas si les uns ou les autres ont des connaissances très précises, Georges. Non, on a entendu sur ce plateau Maître Hamas, qui s'est beaucoup exprimé sur cette question. Et j'avoue qu'on a découvert tous que là aussi vous parliez de bombe à retardement, c'est une bombe à retardement. C'est un foyer. Il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a évidemment les agressions, y compris les agressions sexuelles, le proxénétisme. Enfin, il y a tous ces éléments, la drogue, le narcotrafic. Enfin, vous vous demandez, mais comment... Il ne devrait pas y avoir. Et c'est tellement oxymorique d'appeler ça protection de l'enfance, alors que justement c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est une enfance qui est exposée. Alors, attention, toutes les ASE ne sont pas évidemment sur le même... Il y a vraiment des différences, mais en tout cas, il y a eu des rapports sur ce sujet. Ça, il y a eu des rapports, il n'y a pas de problème. Ils ont tous reçu évidemment le classement vertical qu'ils méritent, comme tous les autres. C'est à la charge des départements, vous le savez. Oui. Ça coûte très cher. D'ailleurs, ça coûte très très cher. Donc, il y a sans doute là un scandale qui couvre, si on en croit. Moi, je découvre aussi des endroits qui sont faits pour protéger les enfants, et qui sont soumis à des agressions sexuelles, voire du proxénétisme. Il n'y a pas plus grave que ça, quoi. C'est pas possible. Mais ce qui est très violent, c'est ce discours politique qui est complètement à rebours de la réalité. C'est-à-dire que depuis des années, depuis 20 ans à peu près, on nous bassine, pardonnez-moi l'expression, avec le développement durable et le focus sur les générations futures. Quand on voit dans le réel les générations futures, nos générations futures, ce qui se passe, leur violence contre les autres, leur violence par rapport à elles-mêmes, et cette association qui est censée protéger les générations futures et qui en réalité coule les générations futures. Comment on va s'en sortir si nos générations futures sont dans cet état-là ? Mais on ne va pas s'en sortir, et c'est pour ça qu'il faut prendre, des décisions radicales, bien sûr, pour la France. Vous avez raison, il faut prendre des... Parce qu'autrement, je vous dis, c'est de pire en pire. Voilà. Chaque année, c'est de pire en pire. Enfin, ce ne sera pas possible de prendre toutes les décisions radicales. Non, parce que déjà il va falloir sortir la France de la menace du FMI. Donc, déjà ça, c'est l'Himalaya en basket. Donc, je me demande s'il ne faut pas attendre, si la solution, ce n'est pas justement d'attendre la décision du FMI. Parce que j'ai l'impression qu'aucun homme politique n'aura le courage de prendre des décisions. J'espère que non, parce que Olivier, contrairement à ce que l'on estime et qu'on rêve un peu, c'est-à-dire que nous ne sommes pas socialement, sociétalement au niveau où la Grèce était. Ouais. Parce que quand la Grèce a été frappée par ça, il y avait les communautés familiales, il y avait l'Église, il y avait un certain nombre de choses qui servaient en effet de tampon et qui ont permis après à la Grèce de se relever. Et ça, nous ne l'avons pas. Ouais. Les magistrats. L'explosion de la cellule familiale, on n'en parle jamais. C'est un des drames. Là, c'est pas une décision politique. On va dire que c'est une... C'est aussi la vie qui, aujourd'hui... sociétale. Non, mais c'est une dérive. C'est aussi la vie est différente de ce qu'elle était. Et là, on retrouve le suicide français d'Éric Zemmour. C'est vrai que Thomas et moi, on l'a vu. J'ai vu les 3 premiers épisodes maintenant. Il me reste le dernier. Bon, on peut le voir sur Planète Plus. Je le dis, regardez-le, c'est vraiment remarquable dans le constat. Et puis, ce qui est intéressant, c'est les archives. Il y a vraiment beaucoup d'archives qui montrent toutes les décisions qui ont été prises parfois, et puis une époque. Bon. En ce qui concerne l'explosion de la famille, quand les couples ne s'entendent plus, ils divorcent. Ce qui est vrai avant, c'est qu'ils ne divorçaient pas. Bon. Alors, est-ce que c'était mieux ou pas ? Sans doute pas. Pour les enfants, bon. Là, il y a discussion. Oui. Est-ce que c'est mieux de rester avec des parents Le fait d'abandonner les grands-parents qui ne vivent plus dans la cellule familiale élargie, c'est quelque chose qui n'existe plus. Non, je suis d'accord avec vous. Mais alors, du coup, on ouvre des EHPAD, on découvre qu'il y a des tas de problèmes. Je suis d'accord avec vous. Vous vous retrouvez face à des Africains
qui disent mais je comprends pas. Chez vous, vous abandonnez vos vieux. Il y avait une très jolie vous êtes chanson. Une société développée. Il y avait une très jolie chanson de Jean Ferrat qui s'appelait Tu verras, tu seras bien. Où il raconte comme ça, je t'aurais bien pris à la maison, mais Suzy m'a fait comprendre qu'on est un peu à l'étroit. Et il envoie sa mère dans un EHPAD ou dans une maison de retraite. Et c'est une chanson de 80, je crois que c'est le Ferrat 80, c'est le dernier album de Ferrat qu'il avait présenté un soir chez Drucker. Tu verras, tu seras bien. Mais il y a donc, la chanson. C'est ça, alors effectivement, on ne meurt plus chez ses enfants. La chanson qui me bouleverse, c'est celle de Sardou, La Vieille. La Vieille, oui. Elle a des cerises sur son chapeau. Oui, elle a des cerises sur son... Mais tout me bouleverse, moi, chez Sardou. Vous le savez bien. Bon. Donc les magistrats, alors vos amis les magistrats, là, ils sont en guerre contre Gérald Darmanin. Ils n'acceptent pas qu'on... C'est prévisible. Oui, bah, bien sûr. Alors, il va y avoir un rapport de force. Il va quand même avoir une petite sanction. Vous pensez qu'il n'y aura pas de sanction? Écoutez, moi j'ai été un peu surpris par la réaction commune des deux plus hauts magistrats de France. M. Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation, et M. Rémy Hetz, procureur général après la Cour de cassation, qui ont quand même taclé sévèrement, je dirais, le garde des Sceaux en pointant du doigt une politique du bouc émissaire. Ça vise qui? Ça visait le fait que le garde des Sceaux ait effectivement ciblé la substitut de Hoche. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que s'il y a une réunion, comme c'est tout à fait probable, de la section disciplinaire du Conseil supérieur de magistrature en section parquet, qui préside cette section? Monsieur Rémy Hetz. Donc vous avez le plus haut magistrat de France qui tacle le garde des Sceaux. C'est pour vous dire aussi que la magistrature s'est émancipée de la hiérarchie du ministre de la Justice. On se permet tout et n'importe quoi. Et en même temps, on sait qu'ils vont juger leurs collègues. Donc le corporatisme pointe son nez très tôt dans cette affaire. Une info à l'instant. Gauche et droite confondus. Les ah oui, non, mais il ne s'agit pas, bien sûr. Il faut le souligner. Il y a un esprit de corps. Là, ils ont sorti. Vous avez vu la boucle WhatsApp, etc. Justement, on va en parler dans une seconde. Mais avant cela, Marine Lançon me fait parvenir une dépêche importante à 10h11 ce matin. Le préfet de police de Paris demande aux organisateurs de Solidaise et de la Marche des Fiertés d'annuler ces événements. Wow. Alors la Marche des Fiertés, c'est la Gay Pride. Oui, oui, enfin ce qu'il en reste. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, attendez, à peu près dans un certain nombre, il est prévu par exemple à Lyon 2 Gay Pride antagonistes. Parce que LFI a totalement essayé de noyauter ça, comme la fête de la musique, comme tout. Ah oui, non, attendez, ils poussent leur pion partout. Ils font de l'entrisme. C'est pour ça qu'ils ont appris du frérisme, LFI. Ils font de l'entrisme partout. Partout ça bouge, ils le font. Donc, par exemple, à Lyon, il va y avoir deux Gay Pride antagonistes et ils arrivent maintenant... oui, non, mais on arrive aujourd'hui sur la Gay Pride n'est plus du tout une Gay Pride. C'est une manifestation. D'abord, gay, pour le coup, c'est plus du tout GAI, parce que c'était quand même festif, c'est censé être festif. Or, être festif aujourd'hui, c'est ne pas être militant pour eux. Donc, il faut que les manifestations soient tristes. Qu'il n'y ait pas de musique. Voilà, ce sont des enterrements. Non, mais la Gay Pride dans Paris, vous voyez les jeunes gens sur des chars passer. Oui, il y a... Ça n'existe plus. Il y a 10 ans. Ah bon? Il y a 10 ans. J'ai assez peu fréquenté Vous n'avez pas fréquenté une manifestation, mais j'ai vu passer, parce que je pouvais trouver ça dans l'air du temps. Carnavalesque. Non, mais vous avez trouvé. D'arriver à fracturer ça. Idéologiquement quelque chose qui était vraiment sur ce moment effectivement festif pour l'égalité des droits, etc. Normal, et de le réussir à le ternir, en plus avec des relents. Vous ne pouvez pas être pro-islamiste, en effet, et défendre le droit à l'existence. Alors, mais est-ce que c'est pas un succès finalement que la Gay Pride ne s'impose plus? Est-ce que ça ne veut pas dire également aussi que l'homosexualité aujourd'hui est suffisamment admise dans la société française pour qu'il n'y ait plus besoin d'un grand défilé un peu provocateur, comme ça a été au départ. Et puis c'est né aux États-Unis, où là la société était très rétive. Aujourd'hui, bon... Non, aujourd'hui c'est très attaqué, au contraire. Vous parliez de... On assiste vraiment à un retour du mouvement. Le nombre d'homosexuels aujourd'hui qui se font agresser dans la rue, franchement, réellement... Là, ça, on n'en parle pas du tout. Oui, ça mais n'intéresse personne. Est-ce que c'est pas aussi peut-être parce dernièrement dans l'Est. Aujourd'hui, quand on est homosexuel, on n'hésite plus à s'afficher dans la rue. Attendez. Voilà, je ne sais s'afficher dans la rue,
main dans la main, pour 2 hommes, au bord du canal Saint-Martin, bon courage. Il faut une bonne paire de baskets. Et pareil pour les Halles. Et moi, je parle d'incidents que j'ai vécus. Donc, vraiment, ne me dites pas ça. On les magistrats et cette boucle WhatsApp, et on découvre effectivement ce qu'ils disent. D'abord, ils parlent de nous de temps en temps. Alors, c'est pas tous les magistrats. Vous êtes une vedette chez les magistrats. Je crois pas, mais bon. Ah si, moi je... Qu'est-ce qu'ils disent? Ils vous adorent. Ah bon, ben ça va. Attention de ne pas commettre la moindre erreur, la moindre faute. A priori, on ne sait jamais. Pas, hein. Ah bah oui, bien sûr, mais ça te donne une très grande liberté, justement, de savoir que... Et une grande exigence aussi. Oui, mais justement, bien sûr. Mais vous avez raison. Mais il faut toujours être vigilant. Non, mais je dis ça au second degré. Oui, bah c'est une menace que vous êtes en train de faire. J'ai bien compris l'affaire. J'ai bien compris que vous faites passer des messages. Enfin, c'est agréable. Quoi. Vous avez de très bons avocats. Mais oui, bah, des avocats, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Le mieux, c'est de ne jamais avoir affaire à la voilà. justice. C'est ça le mieux. Donc, il faut s'organiser dans sa vie de telle sorte que tu puisses ne jamais avoir affaire. Et le risque zéro n'existe pas. Écoutez, a priori, quand même, je ne suis pas trop mal sorti. Volontairement, oui. Hein, et vous pouvez avoir un accident involontaire, vous pouvez avoir... Mais oiseau de mauvaise augure. Vous êtes vraiment méchant. Ouais. Une chute dans un studio. Une chute, par exemple. Vous êtes vraiment... vous êtes vraiment... mais c'est... Enfin bon. C'est drôle parce que j'avais identifié le seul cas où il peut m'arriver quelque chose. Et je l'ai enlevé, justement. C'est le seul cas où il peut vraiment t'arriver quelque chose, et qui peut arriver à beaucoup de gens d'ailleurs. Oui. C'est effectivement, tu es dans un dîner un soir, et tu prends ta voiture, et malheureusement, tu as bu un verre, 2 verres, et en tout cas, alors il ne s'agit pas d'être sous, bien sûr, mais tu es au-delà de la limite réglementaire. Et si t'arrive un accident, hélas, et c'est normal, il ne faut plus prendre sa voiture avec un verre de vin. Exactement. Bien sûr. Il ne faut plus prendre sa voiture avec un verre de vin. Les conséquences sont trop graves pour vous, pour les autres, etc. Là, ça, c'est à titre individuel. C'est pas l'État qui te dit ça, c'est pas l'État qui nous le dit. C'est nous. Il ne faut pas prendre sa voiture si vous avez pris un verre de vin. Vous marchez à pied, vous faites des transports en commun, etc. Alors, les gens qui nous écoutent, ils disent il est gentil, pro, mais il n'y a pas de transport en commun. Saint-Bonnet-le-Froid, par exemple. Voilà. Il n'y a pas. Et bien à ce moment-là, vous ne buvez pas. Tu ne bois pas dans ta soirée. Je suis désolé. Tu ne bois pas. Tu es responsable. Les soirées sont longues à Saint-Bonnet-le-Froid en plus. Comment? Non, mais c'est... Voilà. L'alcool reste la première cause d'accident. Mais bien sûr. Avec les stupéfiants. Oui, aux stupéfiants, il y a plus de chances que aussi j'en prenne. Mais vous voulez vraiment me... vous êtes méchant ce matin. Bon, est-ce que vous voulez voir la boucle WhatsApp, ce qui se dit? Parce que là, on a une conversation ce matin, il est 10h21, c'est la canicule, je vois. Pour une fois, vous nous laissez bien parler entre nous, on en profite. Il continue. Je trouve que... Il est insolent. Non seulement il me menace de terminer à la santé, mais en plus, il me dit après que je vois une mutinerie de magistrat. Là. Et après, il me dit que je ne le laisse pas parler d'habitude. Non, mais je trouve qu'aujourd'hui... Pour ce que vous avez de choses intéressantes à dire. Non, je blague. Bing. Il est 10h22. Il est 10h22. La boucle WhatsApp. Comment? La boucle WhatsApp. Ah ben, voilà. Il y en a un qui suit. Bouclé. Il y en a un qui suit. Ça m'intéresse. Exactement. Écoutons ce qu'on dit des magistrats. La fronde s'organise, des centaines de magistrats se mobilisent contre Gérald Darmanin. Dans un groupe WhatsApp, les échanges se multiplient. Objectif, répondre aux sanctions déjà prononcées après un rapport administratif controversé. Je pense qu'il faut qu'on soit percutant. Les mobilisations devant les tribunaux judiciaires, c'est vraiment bien, mais on le fait depuis des années, les avocats aussi, avec des efficacités relatives. Pareil, les pancartes, c'est bien pour informer localement, mais pas forcément au national. Une magistrate et 2 gendarmes du Gers ont déjà été sanctionnés. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ce sera un autre magistrat. Tout simplement parce que nous sommes en période présidentielle. J'aimerais crier haut et fort ma défense, expliquer dans quelles conditions nous travaillons. Je garde la tête haute parce que je n'ai rien fait. Je n'ai fait que mon travail avec les moyens que j'avais. Le rapport est creux, il n'y a pas de faute mise en évidence de ma part. Autre point de tension, l'objectif fixé par le ministre de traiter près de 70 000 dossiers de mineurs avant le 14 juillet. Une échéance jugée intenable par de nombreux magistrats. Ça montre surtout la méconnaissance de la part de Gérald Darmanin, de la façon dont fonctionne la justice, dont il est le ministre.
Saturation des boîtes mail du ministère, report d'audience, retrait d'habilitation. Plusieurs modes d'action sont évoqués. Une mobilisation qui pourrait avoir des conséquences directes sur le fonctionnement de la justice. Vous savez ce qui me frappe sur ces images ? Pardon, tout de suite. C'est l'absence totale de mixité. Avec des femmes. Totale. Dans toutes les images qui sont montrées, la magistrature s'est féminisée. Il y a une absence totale. Les dernières promotions, je crois que c'est 80% de filles. Hein. Donc il y a une féminisation. J'ai dit quoi ? De filles. Oui, de femmes. Bon, les garçons et les filles. Les garçons et les filles. Merci Pascal. On le dit, il y a des garçons et des filles. On le disait dans votre époque. Promotion, c'est des jeunes. Terminé à la santé. Ah, vous allez voir, là, je vous ai à l'œil. Là, vous allez là. Il est de retour. Les jeunes femmes. Il est de retour. C'est pas une insulte. Là, on parle de jeunes femmes de 22, 23, 24 ans. Quoi. Là, je suis obligé de vous interrompre. Vous voyez pourquoi, quand on vous laisse un peu la bride, vous commencez à dire n'importe quoi. Okay. Heureusement que je suis là. D'accord. D'accord. C'est comme si je disais je suis avec des garçons. Ben voilà. Oui, ah non, je suis avec des hommes. D'ailleurs, ça, on l'oublie, on discute, on est très libre. Ce matin, on peut parler. Donc, on s'oublie un petit peu. Oui, ne vous oubliez pas trop quand même. Mais bon, sur le fond, sérieusement. Sur le fond, dans cette affaire, d'abord, rectifions une chose. Le garde des Sceaux n'a pas pris de sanction pour l'instant. Non. C'est pas vrai. C'est le procureur général donc, qui a donc retiré la spécialisation mineure à cette substitut et enquête. C'est dans son cadre d'organisation de ses parquets, dans l'intérêt du service, dirons-nous. La procédure disciplinaire n'a pas commencé encore. Il faut attendre le rapport. Mais c'est pas de ça dont je parle. Là. Ce qui nous intéresse, c'est la réaction des magistrats. Georges, je veux bien encore vous couper. Oui. Vous avez fait la réaction des magistrats, elle va monter en puissance. Voilà. Il va y avoir une confrontation entre le corps d'administrature et le garde des Sceaux. Merci de votre analyse. Et d'expérience, je peux vous dire que quand il y a confrontation entre les deux, généralement, c'est la magistrature qui gagne. Eh ben, on va voir. C'est ce que vous dites, en tout cas, depuis plusieurs jours. Oui. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Ah oui, François Bayrou. Bon, je ne veux pas m'acharner sur François Bayrou, mais le centrisme, c'est vraiment... c'est une maladie politique, le centrisme. C'est une maladie politique. Parce que voilà un homme qui aura traversé 50 ans de vie politique ? 40 ans. 40 ans. Avec quel bilan ? Qu'est-ce qu'il aura fait de marquant ? Dans sa ville de Pau, peut-être ? J'imagine qu'il a permis de la... Il a été faire avancer. Il a été Premier ministre. Il aura dit que la France est en faillite, quand même. Oui, il l'aura dit. D'accord. C'est le seul qu'il a dit vraiment. Il a fait élire Emmanuel Macron, il a participé. Il était ministre de l'Éducation nationale en 93, je crois. Oui. Il y a 30 ans. Il y a 35 ans. La BAF, ça reste. Il n'aura rien fait, là, comme ministre de l'Éducation nationale. Non, mais il a essayé. Il y a un moment, tu es comptable quand même de ce que tu as fait. Il a fait élire Emmanuel Macron. Il a fait élire Emmanuel Macron, c'est ce que j'allais dire. À la limite, c'est le fait le plus... C'est son fait politique le plus marquant. Et il va le faire réélire en 2030. Alors voilà, je voulais vous faire écouter ça parce qu'il explique qu'on va regretter Emmanuel Macron. C'est possible d'ailleurs. C'est possible parce que si c'est pire... Ça s'est produit pour quasiment tous les présidents, vous remarquerez. François Hollande finit très impopulaire. Il pourrait maintenant être candidat à l'élection présidentielle. Donc il y a un effet mécanique des Français qui oublient un peu et voilà. Et qui Jacques Chirac a bénéficié de ça. Qui sont nostalgiques du passé, en fait. Voilà. Souvent, et d'ailleurs, Sarkozy l'expliquait assez bien en disant les gens qui... Mais ce que dit... écoutons-le. Emmanuel Macron, c'est le pire bilan pour la Ve République pour l'instant. Peut-être qu'il y aura pire après et qu'il sera regretté. C'est ça que veut dire Bayrou. Écoutez, vous y allez aussi. Tout le monde maintenant, ça devient un fait finalement. Le pire bilan de la Ve République. Le constat est admis. Écoutons François Bayrou. Vous souhaitez que Emmanuel Macron revienne dans les affaires publiques, pas... On ne va pas poser la question comme ça, on va la poser autrement. Voilà. Je pense que quand il partira, au bout d'un certain temps, il sera regretté, et il aura à peine plus de 50 ans. Est-ce qu'il y a une probabilité qu'il revienne ? Moi, je crois que oui. D'ailleurs, mais je suis pas du tout, je crois pas du tout ce que les gens racontent, qu'après ça, il va prendre de grandes responsabilités internationales. Oui. En Europe, vous voyez plutôt prendre du champ par rapport Moi, je pense qu'il découvrira une nouvelle vie. La vraie question... Ça, c'est ce que nous disons avec Thomas depuis maintenant des mois et des mois. Des mois. Oui, mais et tout le monde nous rit quand on... Il y a une donnée, il y a une donnée qu'il faut prendre en compte. Alors qu'il est vrai que c'est un secret de polichinelle, qu'il y a des personnes qui, à l'Élysée, vont le voir, un certain nombre de sondeurs, d'experts, et tout
mais pour évoquer cette période. De même qu'il est clair qu'un certain nombre de positions qu'il a prises, aussi bien sur la reconnaissance de l'État de Palestine que d'autres, qui sont liées avec, pour horizon 2032. Tout ça est clair, et on ne veut pas le voir. On ne veut pas le voir, très bien, on va le voir. Son comportement pendant la campagne sera dicté par cette possibilité de qu'il en ait envie, ça c'est une certitude. Oui. Mais toute la question, c'est de savoir qui va lui succéder là. Parce que je pense que si c'est Édouard Philippe, par exemple, qui devenait président de la République, Macron est mort. Macron est mort. Ce sera le même. À la limite, je vais vous dire, Emmanuel Macron va voter Jordan Bardella. Parce que là, le premier jour, le lendemain de son arrivée de Bardella à l'arrivée à l'Élysée, Macron pourra dire, vous voyez, moi j'ai vaincu 2 fois Marine Le Pen, je suis le premier opposant à l'actuel président. Et je l'ai battu 2 fois, donc je peux battre une nouvelle fois le représentant du Rassemblement national. Mais tout est fait. C'est-à-dire ces éléments de langage sont déjà compris. Et quand vous dites qu'il préférerait en effet Bardella à une personne, c'était déjà le cas, aux dernières élections législatives. D'où le fait qu'il en veuille à Gabriel Attal pour avoir proposé ce front commun. Ça, c'est vraiment secret de Polichinelle. Hein. Il est temps que je reprenne un peu le lead. Le lead de cette émission. La bride sur le cou. Là, je m'aperçois que, c'est vrai, ce matin, vous avez profité d'un peu de faiblesse. Oui, c'est ce que je vous dis. En gros, n'importe quoi. Si vous voulez. Non, mais ça n'a pas d'intérêt. Écoutez, c'est de la popole, ça vous amuse, vous. Il y a les Français, la France qui est dans un état lamentable. On ne sait même pas qui va être président de la République l'année prochaine. Il y a 50 000 problèmes en France et vous êtes en train de m'expliquer que des éléments de langage sont possibles en 2032, mais on s'en fiche. Non, c'est pas le sujet. Mais vous en fichez pas. Non, vous, ça vous amuse dans vos dîners. Non. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, pardonnez-moi, c'est la France. Bon, arrêtez. Détrompez-vous. Non, ce qui intéresse aujourd'hui les Français, enfin moi, pardon, quand je suis en Anjou, les gens me disent quel est le meilleur moyen qu'ils ne reviennent jamais. Alors je vais vous dire, le meilleur moyen qu'ils ne reviennent jamais, c'est que son successeur soit à la hauteur. Voilà, point. Et vous en connaissez-vous un successeur à la hauteur aujourd'hui ? Mais je n'en sais rien. Je vais vous dire ce que j'ai dit il y a 7 semaines. Alain Juppé, Bruno Le Maire, je pourrais en citer François Hollande, je pourrais en citer 50, des gens qui avaient toutes les qualités pour gouverner le pays, qui avaient fait les plus belles études, qui étaient des gens remarquables, brillants, intelligents, etc. Ils nous ont mis dans le mur. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oui. Donc on sort d'une période de 50 ans avec des gens sympathiques, de très haut niveau. Ils se sont trompés quasiment sur tout. Au point où ce matin, Le Figaro, et je le redis pour la 3e fois, parle des 50 décisions qu'ont coulé la France. Ce n'est même plus moi qui le dis maintenant, ce n'est plus Éric Zemmour, c'est l'Institut Thomas More. Vous avez raison. Donc je me dis, on verra. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On verra. Somaya. Vous ajoutez toujours la notion de courage. Oui. Vous avez raison. Moi, j'ajouterai un autre élément qui fait défaut à tous, c'est le narratif. Oui. Mais ils étaient. Aujourd'hui, il n'y a personne qui propose un narratif. Narratif. C'est vraiment des trucs, le narratif, je vous assure, mais il est temps que je reprenne ça en main, vraiment. Si les gens veulent savoir ce que c'est que le narratif, ils aillent voir le film sur De Gaulle, ils sauront. Mais il faisait du narratif sans le savoir, De Gaulle, il n'y pensait pas, il n'avait pas besoin de communication. Très bien. Mais non. C'est pour ça qu'il a choisi la Croix de Lorraine comme ambiance par rapport. J'ai ramé dans les 5 minutes pour redonner l'énergie, on est retombé grâce à vous. Exactement, vous êtes... Non, mais vous avez profité. Somaya l'avait dit. C'est à vous, Somaya. À la une de l'actualité, une vérification nucléaire très poussée est nécessaire en Iran après la guerre, selon le chef de l'AIEA. Objectif, s'assurer que le pays ne développe pas d'armes nucléaires. C'est ce qu'a déclaré ce matin Raphaël Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. On poursuit avec ces images impressionnantes des motos littéralement sous les eaux des pluies torrentielles provoquées par le passage du typhon Mekhala se sont abattues sur Taïwan. Conséquence, plus de 5 millions de personnes ont été priées de rester chez elles. Des pluies qui touchent aussi le Japon où les autorités craignent des risques d'inondation et de glissement de terrain. Et puis un Français poursuivi au pénal à Singapour pour s'être filmé en train de lécher une paille qu'il a ensuite remis dans un distributeur de boissons va devoir indiquer le mois prochain s'il plaide coupable ou non dans cette affaire qui pourrait lui valoir une peine de prison. Le jeune homme de 19 ans qui fait déjà l'objet d'un autre chef d'accusation pour dégradation de biens encourt jusqu'à 2 ans de réclusion. Ah, ça rigole pas, Singapour. Mais moi, ça me gêne pas.
C'est tolérance zéro, parce qu'il faut bien comprendre cela. Évidemment que ça peut paraître disproportionné, mais c'est tolérance zéro. Tu ne lèches pas une paille. Non. Mais oui, bien sûr. Donc ça s'appelle tolérance zéro. C'est un système général. Alors bien sûr, si tu ne prends que ça, tu dis on va pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il fait 2 ans, parce qu'il a léché une paille. Mais hop, autorité. Julien Pichenet. Bonjour. La séquence du spectateur, c'est notre séquence quasiment préférée de la semaine. Alors parfois je donne un indice parce que le film, est-ce que voilà, bah oui, l'indice il est sur le bandeau déjà, donc ça va être très bon. Mais voilà, ça c'est la piscine. Voilà. Bon, mais il n'y a pas de musique. Parfois je donne un indice. Là, la musique du film La Piscine, elle Michel Legrand, elle est sublime. Elle est, oui, elle est restée dans les mémoires cette musique moins. Alors moins que d'autres. Voilà, c'est ça que je dis. Legrand, bien sûr, c'est pas les moulins de mon cœur, mais on n'est pas loin quand même. C'est quand même. Alors La Piscine, film iconique. Ce sont évidemment tout le monde le connaît. Vous voyez, elle n'est pas identifiée au film comme d'autres musiques. C'est vrai que les fortes chaleurs nous ont donné des envies de piscine et c'est pour ça qu'on a décidé avec Pascal de parler de la piscine aujourd'hui. On était parti sur les films de vacances. Évidemment, c'est un film de vacances, mais vacances qui ne se passent pas forcément très très bien pour tout le monde. Bon, le casting de ce film, tout le monde le connaît. Alain Delon, Romy Schneider, on va y revenir, mais aussi Maurice Ronet et Jane Birkin. C'est un quatuor extraordinaire. Mais le personnage... Non, regardez. Non, regardons ça, s'il vous plaît. Là, regardons ça. Parce que c'est le charme à l'état pur, brut. Et la photo, d'ailleurs, parfois est mieux que le film. Vous voyez, une photo est mieux qu'un film pour Romy Schneider ou pour Alain Delon. Je trouve que ça fige un visage, une expression. Quelle beauté! Il y a des photos magnifiques qui ont été prises sur le tournage de ce film, évidemment. Mais j'ai envie de dire que le personnage principal du film, c'est la piscine, en quelque sorte. Hein. Cette piscine autour de laquelle gravitent ces corps absolument sublimes, autour de laquelle il y a énormément de tensions et dans laquelle un meurtre va être commis. Ça, on comprend très vite que ça ne va pas très bien se passer, hein, ces vacances dans cette magnifique villa de Saint-Tropez. Regardez cette magnifique affiche. Il y en a plein des affiches de la piscine, mais celle-ci est particulièrement belle. Delon et Romy sont en couple dans ce film. Ils reçoivent la visite d'un ami, Maurice Ronet. On comprend rapidement qu'il a eu une histoire jadis avec Romy Schneider, donc ça crée des tensions. Et il vient avec sa fille, Jane Birkin, et tout ce petit monde va s'entrecroiser autour de cette piscine et dans cette villa. Je vous propose de regarder tout d'abord, avant toute chose, un extrait de la bande-annonce de La Piscine. Vous avez vu ? Tout le monde était scotché sur les images. Pas de dialogue. Hein, c'est hypnotique. Ouais. Vous étiez envoûtés. Ouais. Delon est au summum de sa beauté. Il est de 35, là il a 33, 34 ans. Il est plus beau qu'encore que lorsqu'il avait 25 ans. Il est sublime. Jane Birkin,
Jane Birkin, qui n'est pas encore une vedette. Hein. Oui. Elle a tourné chez Antonioni un an plus tôt. Enfin voilà, sa carrière n'a pas encore vraiment décollé. Elle va décoller avec ce film. Et Maurice Ronet, avec qui Alain Delon avait tourné 10 ans plus tôt dans un autre chef-d'œuvre de René Clément, peut-être même un film encore plus grand, qui s'appelle Plein Soleil. L'histoire de ce film, elle est formidable parce qu'Alain Delon, au départ, ne devait pas tourner avec Romy Schneider. C'est Alain Delon qui a imposé Romy Schneider, qui était alors dans un creux depuis quelques années. Il faut savoir, tout le monde le sait, qu'Alain Delon et Romy Schneider étaient en couple, ils étaient fiancés. Ils n'ont jamais été mariés, mais ils ont été fiancés. Ils sont restés ensemble jusqu'en 1964. Et donc là, on est en 68. Ils vont se retrouver pour ce film. Et Delon a dû imposer Romy Schneider au producteur parce qu'il sentait que sa carrière battait un petit peu de l'aile. Si, ça commençait à dater, mais depuis, il n'y avait pas eu de grand succès. Et je vous propose d'écouter Alain Delon. C'était pour les 50 ans de la sortie de La Piscine. Il y a un documentaire qui avait été réalisé par la fille de Jacques Deray. Alain Delon avait raconté cette histoire qu'il avait imposée Romy Schneider alors que les producteurs voulaient l'italienne Monica Vitti. Les producteurs voulaient tourner avec Monica Vitti ou prendre une américaine qui s'appelait Angelique Kingston, qui était une femme superbe, etc. à l'époque, que j'avais connue en Amérique d'ailleurs. Et moi, j'ai dit au bout d'un moment, toujours, j'ai dit, écoutez, perdez pas votre temps, ce sera Romy, il n'y a pas de film. Hein. Comment? Mais Romy Schneider, d'ici, machin, c'est pas pour le film, pas possible. Je lui ai dit, écoutez, moi, je vous connais Romy, je vous le dis, si on ne fait pas le film avec Romy Schneider, vous le ferez avec quelqu'un d'autre, mais pas avec moi. Et finalement, j'ai réussi à convaincre les producteurs, mais surtout Jacques, qui était déjà, lui, un peu de mon côté. Quoi qu'il aurait été ravi de Monica Vitti, bon, pourquoi pas. Bref, on oublie tout ça, on a fait le film avec Romy, parce que j'ai dit un jour, j'étais tellement énervé, j'ai dit, si c'est pas Romy, il n'y a pas de film. Bon, bah écoutez, alors prenez Romy Schneider, et puis le film est sorti. Ils avaient tous oublié, hein. Ça a été un triomphe le jour de la sortie. Ah, quel magnifique! Tout le monde avait oublié qu'il ne voulait pas Romy. Hein. Et tout le monde était d'accord, c'était eux qui avaient choisi Romy. Et je dois dire que là, ça a été un des grands, non seulement succès de ma vie d'avoir choisi Romy, mais ça a été le vrai début de sa vraie carrière d'actrice. C'est vrai. Parce qu'elle ira après chez Sautet, elle sera extraordinaire dans Max et les Ferrailleurs, dans César et Rosalie et dans Les choses de la vie, où elle est sublime dans ces 3 films-là. Sublime. Mais Monica Vitti, c'était une immense actrice. Bien sûr, mais c'est une star, ça aurait été formidable. Mais évidemment, c'est pas la même histoire, c'est pas la même chose. C'est des acteurs, des actrices qui, effectivement, on a vu Maurice Ronet, un acteur incroyable, Maurice Ronet. C'est marrant ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que ce soit la piscine qui soit le personnage principal. Parce qu'en 1968, la piscine, c'est effectivement un objet qui n'existe pas dans le quotidien des Français. C'est un truc extrêmement luxueux. Oui, il y en a très peu, bien sûr. Il y a très peu de piscines privées, quoi. En France, évidemment, ça crée un... Alors, il y a une archive formidable, c'est Romy Schneider arrive à Cannes. Voilà, alors Et là, il y a Delon. Il fallait connaître cette histoire pour savoir. Bien sûr. C'est Delon qui impose Romy Schneider. Ils se sont peut-être pas vus ou pas beaucoup vus depuis 4 ans, depuis 1964. Ils se retrouvent, donc le film va être tourné à la fin de l'été 68. Ils se retrouvent sur le tarmac de l'aéroport de Nice. Et c'était un événement, à tel point que le journal télévisé de 13h avait dépêché des reporters sur place pour faire un reportage. Et c'est absolument... C'est Delaunès. Là, il est, c'est le. Ah bah Delon, il est, c'est le roi. Quoi. C'est un de ses, Delon, c'est un de ses meilleurs rôles presque. Ah non, mais Delon. c'est. Regardez cette archive qui est extraordinaire. Alain Delon, dans quelques instants, Romy Schneider va atterrir sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Êtes-vous un petit peu ému? Je ne cacherai pas que je suis un peu ému, oui, parce que finalement, c'est à peu près jour pour jour, après 10 ans se sont écoulés depuis la première fois où je suis venu l'accueillir sur un aéroport, en 1958. En effet, et vous n'étiez pas encore une vedette à cette époque-là? Non, elle était une énorme vedette européenne, moi pas du tout. Je débutais dans la carrière. Elle va être votre partenaire dans un film? Oui, elle va être mon partenaire dans le film que nous allons commencer la semaine prochaine à Saint-Tropez, qui s'intitule La Piscine. Quel rôle va-t-elle jouer? D'abord, il faut dire une chose, c'est que c'est un rôle de femme. Romy, maintenant, est une femme. Ça n'est plus une jeune fille, il faut bien se mettre à l'évidence. Ça n'est plus Sissi, ça n'est plus la petite fille avec les joues bien rondes. C'est vraiment une femme, d'ailleurs, vous allez vous en apercevoir tout à l'heure. Allez. Vous êtes gentil, mais nous... Romy Schneider, c'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons sur la Côte d'Azur. Romy Schneider, vous venez tourner un film à Saint-Tropez. Ces retrouvailles avec Alain Delon, un petit peu d'émotion dans la voix peut-être? Oui. Vous êtes heureuse de retrouver Alain Delon? Très. Très.
Alain Delon, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez ému, vous aussi, en rencontrant... C'est normal, vous ne trouvez pas? Oui, bien sûr. Vous êtes vous-même ému en tenant ce micro. Peut-être. Il y a longtemps que vous n'êtes plus remonté sur une scène de théâtre? Depuis Paris, non. Depuis Paris? Depuis la dernière fois que vous avez joué avec Alain? Depuis la dernière fois avec Alain et depuis la tournée La Mouette. Depuis La Mouette. Ça fait combien de temps que vous n'aviez plus revu Alain? 1 an. Ça fait 1 an que vous n'avez plus revu Alain? 1 an, très court, très court. pendant un gala. Et la dernière fois que vous aviez joué avec Alain? Il y a 7 ans. Combien d'années? 7 ans. Bon, 7 ans. 7 ans. Rachel, elle est folle amoureuse de lui. Bah oui. Elle est folle amoureuse quand elle sort de la passerelle, quand elle rit, quand Delon dit vous aussi vous êtes ému, et qu'elle rit, ce rire qui est le rire de l'amour. Exactement. On entend précisément. Exactement. Mais en plus, elle ne parle presque pas. Elle ne dit presque rien. Et c'est là où en fait elle laisse toute la place à l'amour, et dans ses yeux. Et lui est Delonès. C'est le mâle dominant. Un côté rockstar. Mais il est d'une beauté. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez lutter? Photogénique, c'était écrit sur cette bande-annonce anglo-saxonne qu'on a revue. Qu'est-ce que vous voulez lutter lorsque vous êtes à côté de lui? Vous n'existez pas. Ce qui est génial dans ce métier-là d'acteur et d'actrice, c'est de pouvoir revivre ou vivre des histoires d'amour, même quand elles sont finies. Oui. Merci. À propos, si je peux poser une question, est-ce qu'il est vrai que Serge Gainsbourg, qui est déjà en couple avec Jane Birkin, avait tellement peur et se méfiait tellement d'Alain Delon qu'il venait assister à toutes les scènes de tournage? Il est venu, il a emmené Jane Birkin. C'est vrai, il était prêt à casser la gueule à Alain Delon au cas où Gainsbourg se trouvait moins beau qu'Alain Delon et se disait bon. C'est une beauté différente. Mais bon, je vais vous dire, tout le monde est moins beau qu'Alain Delon. Écoutez, c'est un accident génétique. Donc il y a combien? Il y a 4 ou 5 milliards d'hommes. Il n'y en a pas un qui est aussi beau aujourd'hui, même qu'Alain Delon quand il avait 35 ans. Attention, tout le monde est moins beau à la mode aujourd'hui de dire que quelqu'un est beau, tout ça. Moi je me fiche de la mode. Ça, cher camarade, tout le monde je me fiche de la mode. Tout le monde est gentil. Mais Jane Birkin avait décrit une ambiance de tournage lourde, mais dans le sens positif du terme, parce que c'est vrai que Delon et Schneider se retrouvent. Il y a Gainsbourg qui est dans les parages derrière les buissons, prêt à dégainer un uppercut. Bon, alors j'ai retrouvé une autre petite image d'archive. C'est une image du tournage. Et écoutez la journaliste, parce que la manière dont elle prononce le prénom notamment de Jane Birkin est rigolo. C'est le journal télévisé de l'époque qui témoigne du tournage c'est à Ramatuelle. Hein. Oui. Elle va dire Saint-Tropez, d'ailleurs, la dame. À la fin mais c'est 68, on est en voilà, septembre. c'est Ramatuelle. Regardez. Tandis que les feux des fêtes de l'été s'éteignent aux 4 coins de la France, les Jeux de l'hiver entament leur saison. Au cinéma, on tourne et à Saint-Tropez, Jacques Deray réalise La Piscine, un film qui fait parler de lui avant que de le connaître par sa distribution. Alain Delon et Romy Schneider, couple retrouvé, Maurice René et Jane Birkin. Avant, il ne venait jamais me voir. Ma mère racontait partout qu'il était mort. Mon mère. Moi, je croyais. Jusqu'à l'année dernière, je me suis passée de lui. Quel charme. Parce que Jane Birkin, elle est magique aussi dans ces années-là. Elle est magique. Elle aussi lance alors, si Romy Schneider relance sa carrière, Jane Birkin lance véritablement. Et là, elle a quel âge? Elle est 46, déjà, elle a 22 ans. 22, elle est incroyable. 22-24 ans. De beauté, de charme. Parce que Jane Birkin, avant de chanter, dans les années 70, mais c'est une méga star de cinéma. Et elle fait notamment les films avec Pierre Richard, La moutarde de Montonnet, etc. La course à l'échalote. Exactement, tous ces films-là. Et c'est une méga star de cinéma. Elle fait des rôles de comédie, d'ailleurs. Une comédie très française, alors que... Elle est et elle fait des rôles de comédie, mais pas que. Elle aura vraiment... Alors, elle aura beaucoup de carrière, Jane Birkin, et beaucoup d'emplois. Elle est aussi actrice de théâtre. Remarquable. Oui. Remarquable. Ah, vraiment, mais elle est vraiment très, très douée en musique, en chant. Et puis, elle est émouvante quand elle chante Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. C'est vraiment, ça te met les larmes aux yeux. Mais là, pour avoir revu La Piscine cette semaine, c'est vrai que c'est un polar, il y a un meurtre, il y a une enquête, mais c'est pas que ça, c'est un film d'atmosphère extraordinaire. J'avais noté une phrase intéressante qui était sortie à l'époque dans le journal Le Monde qui critiquait le film. C'est vrai que voilà, Delon, qui est ici sans cette armure de dureté avec laquelle on l'enferme souvent, nous apparaît singulièrement complexé et vulnérable. C'est un rôle très complexe de Delon qui vient enrichir. Et puis il y a une personne dont je voudrais parler, parce que j'espère que vous connaissez son nom, c'est Paul Crochet.
Paul Crochet, qui était un des grands seconds rôles. Le rôle du policier, il joue le rôle du policier. On a voilà. Ouais. Et c'est vrai il appartient à cette mythologie. Je pourrais en citer 50 des seconds rôles de Julien Guillaumard. Il y en a tellement. Noël Roquevert. Bien sûr, qui sont essentiels. Évidemment, Jean-Pierre Darras, on l'a vu beaucoup de fois au cinéma, mais Paul Crochet, il est merveilleux. L'Armée des Ombres, bien sûr, carrière gigantesque. Et d'une précision, d'une justesse toujours. Et tous ces films-là, on parle souvent de Mort d'un pourri. Dans Mort d'un pourri, il y a une distribution incroyable avec des gens comme Henri Virlejeu. C'était merveilleux, Henri Virlejeu, qui joue également dans le film de Verneuil, lorsque Gabin... Il joue le rôle d'un gars qui doit avoir 60 ans alors qu'il a 37 ans. Voilà. Il y a beaucoup d'acteurs qui pouvaient jouer des vieillards dès l'âge de 40 ans. Il y en a un autre dont on ne parle pas suffisamment, c'est Maurice Renet. À l'époque, c'est quand même la grande Mais évidemment, star. Mais c'est une grande star, Et on Maurice peut dire Renet. aujourd'hui, plus personne connaît Maurice Renet. Il habitait rue Avenue de Tourville, il est mort d'un cancer, il était très ami avec un photographe qui s'appelait François Gragnon. Il est mort à 5 ans, il avait à peine 50 ans. Bien sûr. Et le feu follet, bien sûr. Chef-d'œuvre de Lumal. Bien sûr. Mais Delon disait qu'il ne pouvait plus regarder la piscine après les années 80, parce que tout le monde était mort. En 82, René en 83. Bien sûr. C'était trop douloureux pour lui. Le dernier film, je pense, c'est peut-être Beau-père, mais qui serait aujourd'hui un regardable. Alors, Beau-père, ne touchez jamais, qui est un film avec Nicole Garcia, dont le pitch est absolument impossible. Impossible. Beau-père ne passerait... Personne n'aurait même n'imaginerait raconter cette histoire. Mais je crois que c'est un de ses derniers films. Norbert, justement, il m'écoute, Norbert Saada. Il dit, en fait, depuis longtemps, Alain interdisait Romy de faire des projets qu'on lui proposait pour pas qu'elle retourne dans les travers de Sissi et compagnie. Et finalement, ce film s'est présenté. On l'embrasse. Amitié éternelle, Norbert. Et on écoute le docteur Millot. Brigitte nous expliquera les bienfaits physiques et psychiques des vacances. Non, oui, ça. Il nous expliquera comment fonctionne notre cerveau pendant cette période. Ça, on a besoin de le savoir. Écoutons Brigitte. La baisse du stress, elle arrive, c'est ce qui arrive en premier, en fait. Là, c'est 2 jours, mais ça peut être 3, 4. Oui, c'est une moyenne. Voilà, c'est une moyenne. La déconnexion mentale, c'est-à-dire où tu commences vraiment à ne plus penser à ton boulot, à la vie, machin et tout, où tu es vraiment à plein dans tes vacances, déconnecté, on estime que c'est aux alentours de 8 jours. Après, pour le rythme de sommeil, ça paraît un peu long. Mais sur la moyenne, effectivement, il faut quand même une dizaine de jours pour retrouver ton rythme, tes besoins naturels de sommeil. Et après, on estime... 14 jours. Voilà, les bénéfices. Ça veut dire qu'il faut partir que 14 jours ? Pas du tout, madame. Ça, c'est vraiment au top du top. Ça, c'est les vacances où on a vraiment tous les biens. Je veux dire, c'est pas parce qu'on part 2 mois qu'il y aura plus d'effets bénéfiques. Après, c'est pas proportionnel au nombre de jours. Est-ce que vous aimez revenir ? Est-ce que c'est dur de... Thomas, est-ce que la télé vous a manqué, par exemple, lorsque vous êtes en vacances ? Ou est-ce que vous prolongeriez Je trouve qu'il y a toujours cette impression, quand on revient, le jour où on revient, on se dit, est-ce que je suis encore capable de... Je vais pas tout oublier. En fait, ça revient. Ça s'en va et ça revient. Moi, j'adore partir en vacances, mais j'adore revenir. Ah ouais ? Ouais. J'adore la rentrée. Ouais. Ah bon ? Ouais. Vous n'aimez pas Me regardez pas comme ça. J'aurais plaisir à vous retrouver. Ah ouais, c'est la semaine la plus horrible. La rentrée de revenir, là. De rentrer, t'es cuit, t'es crevé, t'es fatigué, de reprendre le rythme. La tentation de ne pas revenir est forte. Je le dis au téléspectateurs. Il y a des gens qui disent ouais, super, il va pas revenir. Il va pas revenir. La tentation de la Baule. Vous avez la tentation de Venise, de Juppé. Oui, ça n'a pas laissé un souvenir. Bon, la culture de l'ultraviolence, on ne doit plus en parler, puis on n'en a pas parlé, mais on va en parler ensemble. La semaine prochaine, vous êtes avec nous. Je suis avec vous. Eh bien, voilà, on consacre une vraie 20 minutes à ce livre, La culture de l'ultraviolence. Je ne voulais pas plomber non plus, mais je me suis... Bon, c'est le décor, c'est l'état des lieux sur l'ultraviolence. Donc, je vous promets... Très bon livre. Très bon livre. Très bon livre, oui. Oui, lisez-le. Vraiment. Bon, écoutez, voilà, il reste quelques secondes pour... vous pouvez regarder la piscine ce week-end. C'est disponible sur Canal, bien sûr. Ouais. Et vous pouvez regarder n'importe quel film de ces périodes-là, qui sont souvent extrêmement intéressants. Par contre, on ne peut pas boire de piscine, par contre. Oui. Puisque c'est interdit. Ah, c'est important, c'est interdit. Voilà. Bon, Georges, une dernière remarque. Moi, je voudrais rendre hommage, je trouve que je l'ai connu, à Jacques Deray, qu'on ne parle pas beaucoup de Jacques Deray. Ouais. Et son épouse parle... Qui est un Lyonnais qui s'appelait Jacques Derriot, elle était son vrai nom,
et Agnès, bien sûr, à laquelle on pense. Et il y a un festival qui maintient quand même sa mémoire à Lyon, le festival des films de Jacques Deray, de très vieux films en noir et blanc qui sont magnifiques. C'est un grand réalisateur. Grand réalisateur. Et il a fait surtout 3 hommes à abattre également. Oui. 3 hommes à abattre avec Pierre Dux qui joue à Imrich avec son chat. Il y a beaucoup tourné avec Je ne vous souhaite pas une bonne soirée, le prince. Vous savez, il est en train... En fait, il voulait être acteur. C'est Michel Auclair qui joue le prince, qui est effectivement... Et Pierre Dux, qui est le grand magnat de l'industrie militaire. Visiblement, il est persuadé que Delon, qui est joué par Gerfaux, il joue le nom de Gerfaux, un agent secret, ou etc. Je ne vous souhaite pas une bonne soirée, le prince. Et puis, il est en train de caresser son chat. Bon, ce n'est pas grave. Michael Thomas et Mani Pezek étaient à la réalisation. Mathieu Casse était à la vision. Merci à Max qui était au son. Marine Lançon, courageuse Marine, parce que vraiment 38 degrés et comme vous le savez, un petit Lançon arrive. Eh oui. Héloïse Tertrais était avec nous aussi. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Passez malgré tout un excellent week-end. Ce sera Elliott Deval ce soir, mais a priori, les températures vont baisser, donc c'est la meilleure nouvelle de la semaine. À lundi.